Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On vous l'avait teasé, on vous l'avait annoncé, on vous l'avait même promis. C'est le démarrage aujourd'hui d'une mini-série estivale qui est là pour vous occuper pendant tout l'été, pendant que vous ferez des randonnées à la montagne ou que vous vous dorerez la pilule à la plage, à moins que vous ne décidiez de rester tout simplement enfermé chez vous parce que y a pas de raison. Si vous avez pas pu sortir pendant 1 an et demi, vous pouvez continuer de le faire. Bref, on est là dans le premier numéro des chroniques de Doggy Bags. Qu'est-ce que c'est les chroniques de Doggy Bags ? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir, si vous nous écoutez et que vous suivez l'actualité du label 619, que leur anthologie de récits de genre s'est achevée au printemps dernier avec son 17e numéro. Et pour célébrer les 10 ans d'existence de cette anthologie et retracer tout le parcours depuis les débuts, depuis la sortie du numéro 1. On s'est dit qu'on allait vous proposer une mini-série de 4 numéros pour revenir sur l'ensemble des Doggy Bags parus avec les 2 lurons qui sont cachés derrière cette anthologie, tout simplement. Run, bienvenue à toi. Merci. C'est tout. Juste oui, merci, d'accord. Voilà, c'est fini. Je parle beaucoup, je trouve, en général, donc là, j'essaye d'être efficace. Eh du coup, c'était vraiment concis. Mais on a également Yuck avec nous. Salut Yuck. C'est vrai, salut. Donc Yuck qui parle un petit peu moins fort, mais ce n'est pas grave, on va ajuster les micros. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'être ici pour cette mini-série estivale avec First Print. Et merci à toi. Donc, grosso modo, juste que j'explique à celles et ceux qui nous écoutent, je ferai plus le topo à chaque démarrage, mais donc on va revenir de façon chronologique en fait sur chacun des numéros sortis, avec toutes les anecdotes, tous les petits secrets, toutes les coulisses de cette longue aventure. Et donc dans ce premier chapitre, on va parler des numéros 1 à 5 de la saison 1, avec aussi le Doggy Bags présente South Central Stories. Accrochez-vous, c'est parti. Alors pour commencer, donc un petit mot quand même un peu sur la jeunesse de Doggy Bags. C'est vrai qu'on avait pu l'évoquer déjà dans un précédent podcast avec vous deux d'ailleurs, quand on avait fait la cérémonie d'ouverture de votre exposition collective. Mais donc un petit peu, Run, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer à celles et ceux qui nous écoutent d'où ça vient Doggy Bags, à la fois le concept, l'envie et aussi forcément le titre avec l'anecdote du... Du Subway. Du Subway, c'est ça, voilà. Ouais. Alors, je vais commencer un peu plus exotique. 2009, San Diego, Comic Con. Ah, c'est mieux. Quand tout même. De suite. Donc, je me promène dans les allées, tu sais, là où est-ce qu'il y a toutes les BD, les vieilles BD dans les cartons, etc. Et je vois une table. Et sur cette table, parce que moi, quand je suis à San Diego et que je fouille dans les cartons de BD, c'est toujours pour trouver des Golden Age, des Silver Age. Jamais de la vie t'en trouves, évidemment, parce qu'ils sont à 1500 balles sous plastique, etc. Voire plus. Ouais, je dis 1500 balles. Et encore, voilà. Et d'un coup, je vois des covers, justement, du Golden Age, EC Comics des années 50. Et je vois que c'est des rééditions, évidemment, mais je me dis, ah putain, elles sont toutes là. Et en fait, c'était une petite maison d'édition indé qui avait racheté les droits et qui était en train de les publier. Et moi, je suis content parce que ces covers-là, je ne les connaissais que par Internet. Ouais. Donc là, tu vois, je feuillette le truc et tout. Je dis, ouais, excellent, je vais en prendre quelques-uns et tout. Et sur le stand même, j'ai cette réflexion. Je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça en France, nous ? Tu vois, un recueil d'histoires, tu vois, des anthologies d'histoires courtes, un petit peu suspense, horreur. Moi, j'adore ça. J'ai grandi avec les contes de la crypte. J'ai grandi avec la 4e dimension aussi. Je me dis, je suis sûr qu'en BD, il y aurait moyen de faire des trucs extraordinaires avec une nouvelle génération d'auteurs. Donc, ok, ça me reste en tête. Et puis ensuite, quand je rentre en France. Direct, j'en parle à Yuck, quoi. Je dis, écoute, mec, regarde, j'ai trouvé ces rééditions des vieux Shock, Suspense and Stories, etc. Et je lui dis, putain, tu crois pas que ce serait excellent qu'on fasse ça, tu vois, qu'on lance ce genre de délire en France avec nos auteurs, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que l'idée est arrivée. Donc, c'était en 2009, quoi, ça. Donc vraiment de vouloir rendre hommage aux bandes dessinées d'horreur, de science-fiction, de suspense que faisait EC Comics, effectivement, à l'époque du Comics Code Authority aussi, qui est précédent juste le Comics Code Authority, puisque c'est le Comics Code qui a mis fin à leurs activités. Effectivement.
Et en plus, moi, je me disais, je voyais déjà l'outil que ça pouvait être. C'est-à-dire que la maison d'édition et la collection, donc la maison d'édition Ankama et Label 619 démarraient, quoi. Et je me suis dit, ça pourrait vraiment être un truc super, un titre super pour peut-être tester des nouveaux auteurs, voir un peu comment ils travaillent. Encore une fois, des fois tu rencontres des très bons illustrateurs, mais c'est peut-être un peu plus difficile pour tout ce qui est narration. Donc là, c'était vraiment l'idéal, je trouvais. C'était un 30 pages. Même, je veux dire, un mec confirmé, un professionnel qui est en pleine prod, il peut se permettre un petit break de 30 pages. C'est pas énorme. Tu t'engages pas sur un 128 pages ou ce genre de production très longue. Donc, on s'est dit assez vite, il y a moyen que ça soit cool, mais on savait pas encore ce que ça pouvait donner, si tu veux. C'était juste l'ébauche d'une idée, quoi, d'un concept. Alors justement, comment on fait pour passer de cette ébauche d'idée à concept à une matérialisation du concept? Déjà, on en parle à Yuck. Voir s'il est OK avec ça. De toute façon, je savais qu'il serait OK, mais... Et puis ensuite, il faut trouver les auteurs, quoi. Donc, par qui on commence? Ouais. Et puis moi, j'ai toujours préféré les histoires courtes aux histoires longues. Donc moi, je me sens à l'aise en fait dans l'histoire courte. Si tu veux, c'est quelque chose qui m'a toujours... j'ai toujours préféré les nouvelles littéraires aux romans, par exemple. Donc je me sentais plutôt à l'aise dans l'écriture. Maintenant, pour envoyer le boulet sur le premier tome, il fallait, entre guillemets, les meilleurs. Et l'idée, c'est bizarre parce que je suis en train de dire ça, mais aujourd'hui, je vois Run, Modou, Singelin. Et souviens-toi, Yuck, au début, Singelin, c'était le petit nouveau, quoi. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, il est confirmé de ouf. Donc moi, mon idée à la base, c'était de dire 2 auteurs confirmés, alors que j'étais juste pas confirmé encore du tout, mais bon, qui accompagnent, pas qui accompagnent en termes suivi édito, hein, qui accompagnent 2 histoires d'auteurs, on va dire, un peu confirmés, qui ont une petite reconnaissance, et un auteur nouveau, quoi, pour le lancer. Et donc là, en l'occurrence, c'est ridicule, mais à l'époque, c'était Guillaume Singelin, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un vieux de la vieille, mais il est à notre niveau, quoi. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Alors le contact, ça s'est fait comment? Avec eux, Florent, il bossait déjà avec nous sur Freak Squill. Ouais. Donc Florent, il faut savoir avec Florent, c'est que c'est une machine de guerre. Il te pond 30 pages en combien? En 20 jours, je sais pas. C'est un peu flippant. Ouais, c'est une machine de guerre, c'est vrai. C'est une machine. Et puis Blackie, tout simplement. Donc Blackie, Guillaume Singelin, il venait de sortir King David chez Casterman. Et nous, on l'avait repéré, avant la sortie de King David, on l'avait repéré. Jonathan Garnier, qui bossait à l'époque avec nous, avait repéré son blog. Il m'avait dit, putain, j'ai l'impression que le mec, il aime bien Moutafoukaz et tout, parce qu'il avait fait des petits personnages en gang et tout. Moi, je dis, putain, mais c'est génial. Il a quel âge, le mec? Il avait 19 ans à l'époque. Oh là là. Et du coup, on l'a contacté simplement. Je sais même plus s'il avait déjà fait un stage ou pas chez nous. Attends, parce que tu vois, ça remonte quand même. Je sais même plus. Non, je pense. Si. Il avait déjà fait un premier stage pour faire le trailer du tome 0 de Moutafoukaz. Si. Ouais. Donc voilà. Donc Jonathan Garnier l'avait repéré avant, donc c'était en 2008. Il l'avait repéré en 2008 et en 2009, il était déjà venu faire un premier stage chez Ankama pour faire un storyboard sur le trailer du tome 0. Et du coup, moi, naturellement, je l'ai relancé. Tu vois, donc comme on était en contact, qu'on s'entendait bien et tout, quand j'ai pensé aux 3 auteurs, donc il y avait Florent, il y avait moi et Guillaume Singelin, et comme on avait déjà bossé ensemble, je l'ai appelé direct. J'ai dit voilà, ça serait un nouveau concept, qu'est-ce que t'en penses, c'est 30 pages, etc. Et il devait refaire un second stage, lui, pour son école. Ouais. Et donc, j'ai dit, viens faire ton stage à Ankama, comme ça, tu fais la BD pendant ce temps-là. Tu vois, ton objet de stage, ouais. Ça sera, tu fais la bande dessinée pour Doggy Bags, quoi. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, c'est ce que j'avais expliqué lors du précédent podcast. Mais nous, dans l'idée, on avait...
notre direction, on va dire, notre N+1 était pas. En fait, il y a un truc qui tournait comme quoi les collectifs, c'était pas vendeur. C'était un Que peu les casse-gueule, anthologies, etc. ça marchait pas. Ouais. Et moi, j'étais sûr du contraire. Donc, l'idée que j'avais proposée à Guillaume Saint-Gelin et à Florent Maudou, c'était qu'on touche pas de MG, on se fait pas payer sur ce qu'on fait. On touchera des droits d'auteur dès le premier tome vendu, mais comme ça, l'économie du bouquin plombait pas la maison d'édition en cas d'échec. Même si je savais au fond de moi que ça pouvait fonctionner, au moins je pouvais aussi convaincre les gens avec qui je bossais de la faisabilité du projet. Donc en ne prenant pas de minimum garantie, forcément le bouquin est beaucoup plus... Il y a beaucoup moins de risques pour la maison d'édition que de le faire. Donc c'est comme ça qu'on s'était mis d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que le tome 2... c'est d'ailleurs pour ça que le tome 2 de Doggy Bags arrivait 1 an plus tard. Ouais. Parce qu'on n'a pas pu enchaîner tout de suite, tout simplement parce qu'il fallait d'abord faire nos preuves, on va dire faire nos preuves entre guillemets, savoir si le bouquin se vendait, quoi. Ouais. Et voilà. Et c'était un bon pari au final d'avoir parié là-dessus, mais en plus c'est un bon laboratoire, même pour 619 en entier, d'avoir des nouveaux auteurs qui viennent, que Ron va prendre sous son aile, va travailler avec eux, va leur montrer aussi, parce qu'après ça peut amener sur d'autres projets, un album en solo ou c'est presque un tremplin. Ouais, presque une petite Un radio crochet. Ouais. ça sonne assez mal, mais c'est plus en mode presque pas étudiant, mais tac, tu viens sur le... Ouais, t'apprends sur le vif. Tu fais tes armes, quoi, tu vois. Ouais. Et surtout, on voit comment on arrive à bosser avec l'auteur, tu vois. Puis en général, ça se passe, tu vois, ça s'est toujours bien passé, mais lui, déjà, c'est beaucoup moins intimidant pour lui de bosser sur un 30 pages, comme je disais. Mais en plus, on a le temps d'expérimenter, on a le temps de faire peut-être des choses un peu différentes. Et surtout, on n'est pas en train de tout miser sur un auteur qui a encore absolument rien fait. Tu vois, il est quand même accompagné en général par 2 auteurs, on va dire, un peu plus confirmés. Donc, ouais, c'était une manière aussi de lancer des nouveaux talents, en fait, tout simplement. Mais dans la mise en place de la formule, c'était quand même tout de suite de partir sur des recueils de 3 histoires différentes, parce que vous avez quand même en fait à chaque fois des séparations avec... en fait, le fait est que à l'intérieur de chaque numéro, tu as aussi les histoires qui sont numérotées dans leur ordre de publication. Tu vois, c'est 1, 2, 3 pour celui-là, puis 4, 5, 6 dans le tome 2 et tout ça. Et à aucun moment vous vous êtes dit on va carrément le faire en single issues, vraiment à la pure ricaine, de dire on va faire juste sortir les histoires de 30 pages séparément. On y avait je sais pas si tu te souviens, à un moment je t'avais appelé justement, encore une fois. C'est marrant parce qu'à chaque fois les gens vont croire que je passe ma vie aux États-Unis alors que pas du tout. Mais je me souviens mais on est aux États-Unis là en fait. Les gens le savent pas. Je me souviens qu'une fois j'étais dans un comics shop. C'était en octobre, je sais plus de quelle année, et je voyais les gens qui achetaient leurs petits comics. Tu vois, ils rentraient dans le comics shop et ils prenaient chaque numéro de leur série, et je me disais putain, je les envie. Il y avait un côté de moi qui les enviait. Je me dis, ça doit être excellent de vivre là. Puis tu prends ton petit numéro, ton petit fascicule, tu vois, tout régulièrement, toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Et je trouvais ça génial. Et à un moment donné, j'avais appelé Yuck, justement, tout de suite en sortant du comic shop. Je l'appelle. Et je lui dis, mec, il y aura peut-être moyen de tenter Doggy Bags en fascicule. Mais je me demande si c'était pas pour relancer la saison 2. Je sais pas si c'était pas à cette période-là, en 2015. Bon, enfin bref, c'est plus très clair. Mais je sais que cette idée-là, finalement, on l'a abandonnée pour Doggy Bags. Tout simplement parce que Doggy Bags, ça marche par 3. On a toujours considéré que ça marchait par 3 et que les histoires pouvaient aussi, entre guillemets, être poreuses entre elles. Et il y a une dynamique qui fonctionne et qu'on apprécie particulièrement. Mais du coup, ce côté fascicule, on l'a gardé pour Puta Madre, du coup. Ouais. Que vous avez repris après. C'est né de ça. C'est né d'une envie de voir ces gens qui achetaient leur petite série comme ça. Et moi, je disais, comme je disais à Yuck, que les gens sont prêts aujourd'hui au feuilleton. C'est-à-dire que moi, dans les années 80, le feuilleton, c'était juste la honte, quoi. Quelqu'un qui disait, moi, je regarde des séries à la télé, waouh, on disait pas encore boomer, mais c'était ça que ça voulait dire. Et là, je sentais que le jeune public était prêt pour des choses qui pouvaient sortir un petit shot régulier, en fait, plutôt qu'attendre 1 an pour un gros volume. Prendre un petit shot régulièrement, je sentais que c'était
En plus, avec l'arrivée de Netflix, ça a un peu confirmé les choses, quoi. Mais à l'époque, effectivement, les gens ils téléchargeaient les séries 24 heures après la diffusion aux États-Unis et tout. Donc je me disais, ouais, j'ai l'impression que les gens sont prêts au feuilleton en BD. Mais là, on s'éloigne du sujet parce que finalement, on l'a pas fait pour Doggy Bags, on l'a gardé pour Puta Madre. Mais du coup, ça répond à ta question. Ouais. Et alors, pour l'aspect un petit peu thématique, c'était une envie, donc, d'ailleurs, tu le mettais même dans l'édito du premier numéro, que tu étais là donc, pour rendre hommage à ces comics d'horreur de l'époque, et où dès le début, tu affiches aussi la couleur du fait que tu ne veux pas de la parodie. Tu veux que ce soit vraiment dans le même esprit, que ce soit du premier degré, que ce soit pas voilà, juste de la parodie ou simplement de l'hommage, mais en fait, vraiment reprendre cet esprit, vraiment on est dans de l'horreur, on est dans du genre, on est même dans de la violence, dans du cul, premier degré, ça, voilà. Ouais, c'est ça. Premier degré, ouais, très premier degré. Bah, ça serait exactement ce qu'on n'aurait pas eu envie de faire. Et de toute façon, c'était clair dès le début que ça serait pas quelque chose de parodique ou en mode des blagues tout le temps. Enfin, voilà, faut vraiment traiter le sujet bien et qu'il y ait même un sous-sujet derrière qu'on puisse voir ou avoir une petite réflexion, même si ça reste d'exploitation, qu'on est dans des codes très précis, mais qu'on peut retrouver aussi sur du cinéma d'exploitation un peu old school, mais tu puisses quand même aussi avoir un petit sous-texte qui puisse être intéressant, tu puisses mettre des petites choses par moment qui soient à l'opposé de la subtilité du récit qui va être coup de poing, mais avec quand même des petites choses tout intéressantes à faire. Ouais, mais ça nous a toujours horripilé quand c'était justement traité un peu genre à la légère. À la légère, on s'en fout, allez, youpi, on met une blague, on fait un truc. Alors que c'est un genre qui est super sympa, mais que si tu prends au sérieux et que tu essaies c'est d'autant plus intéressant, et je trouve que c'est super réducteur quand tu le traites un peu par-dessus la jambe en mode sans essayer de maîtriser un minimum de code intéressant et prendre de toute façon au sérieux, parce que l'histoire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mener ton histoire jusqu'au bout et qu'elle soit que ça soit pas juste tiens, on a voulu faire une blague et on a fait un scénar qui est Ouais, ou même un scénario prétexte un peu torché. Oui. Je sais que par exemple, quand Glénat, ils ont sorti leur Flesh and Bone. Voilà. Et ils se justifiaient dans la promotion, ils se justifiaient déjà de oui, mais c'est nul, mais c'est fait exprès. Il y avait un petit côté comme ça. Et moi, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire que on peut être dans l'exploit et tout, mais en respectant le genre et en se disant déjà trouver peut-être un propos, pas juste faire du gore pour du gore et puis genre ouais, excellent, il y a sa gueule qui explose et tout. Nous, des fois, on en a des lecteurs comme ça, tu vois. Et je suis toujours gêné parce que je me dis, a-t-il bien T'es quand même un peu passé à côté de quelque chose, ouais. Ouais, a-t-il bien compris le sous-texte, tu vois. C'est pas que ça, tu vois. Et parfois, il y a des gens qui utilisent le genre justement pour, on va dire, pour clairement laisser passer peut-être des scénars un peu médiocres ou tu vois. Et nous, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait au contraire essayer presque d'élever un petit peu le genre à quelque chose qui pouvait raconter d'autres choses sur la société, pas forcément élever le niveau, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas avoir un propos. C'est aussi quelque chose, enfin la culture du genre, c'est quelque chose dans laquelle vous baignez aussi, enfin tous les deux. Enfin toi on a clairement compris. Oui. Yacoti, c'est le cas pour toi. C'est pire, ça. Ouais, je pense. Non, pareil. Mais tu planques aussi des trucs dans tes chalets de jardin. Ouais, mais non, mais oui, mais ça fait partie de Mais des fois c'est juste une Enfin, Ron, c'est pareil, il aime les livres, il aime les vieux films old school, que ce soit des films de lucha libre mexicains des années 60. Blue Demon, enfin voilà, il y a plein de choses, même en cinéma d'exploitation, de black exploitation ou autre. C'est des images, on a grandi en pouvant regarder dans les magasins de location VHS, t'avais tous ces vieux films aussi qui étaient toujours là. Donc c'est des images qu'on a engrangées, il y a plein de choses en fait qui sont restées, et que ça soit des nouvelles de Stephen King, que ça soit des vieux comics d'horreur, etc. Tous les fumités italiens. Enfin, il y a énormément de choses. Et en plus, quand tu fais des petites braderies ou t'as des vides-greniers, que tu retombes sur les vieux magazines des années 60-70,
Moi, j'avais de côté de ma famille, j'avais mes cousins qui étaient plus âgés. Ils en avaient plein, des trucs pour adultes, des trucs italiens. Et moi, j'allais dans la cave, j'ouvrais les cartons. C'était rempli de trucs plus ou moins pour adultes ou jeunes adultes. Cette fois, c'était un peu plus hardcore. C'était bien cul quand même. C'était bien cul, ouais, à fond. Mais du coup, c'était genre la découverte. Et puis après, c'est et l'interdit, qui sont restés à fond. Qui sont restés des petites images qui nous ont. Mais là, tu parlais par exemple de. Moi, il y a le truc aussi, c'est que par exemple, quand on regarde. Et toi, je crois que c'est pareil, mais quand je regarde un film de El Santo, tu vois, contre les loups-garous ou autre, je suis pas en mode foutage de gueule, genre c'est la grosse déconne et tout. Il y a ce côté plutôt fascination de me dire, bon, déjà la petite patine de l'image, en plus, tu vois, c'est des pas de dev, c'est des vieilles voitures, l'image est belle, je trouve. Belle photo. Tu vois, c'est du 35 mm, c'est à fond. Et en plus, dans les côtés complètement what the fuck, où là, tu te dis, putain, là, ça va loin. Je suis pas en mode gaudriole, je suis en mode vraiment, putain, mais les mecs, à l'époque, ils étaient perchés, ils y sont allés, quoi. Et il y a ce côté un peu... on n'est pas dans le potache à se foutre de la gueule du truc, on est plutôt dans le... Putain, l'objet est excellent, l'OVNI est intéressant à regarder visuellement pour plein de raisons, on sait pas où ça nous mène, etc. Plus que, tu sais, en mode, ouais, tiens, je te mets un coup de coude, t'as vu comme c'est mal fait, c'est ça qui est marrant. Non, c'est pas ça qui nous fait rire, nous. Pour tout dire, il y a des choses qui peuvent nous faire marrer. D'ailleurs, dans ces films-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'en reviens toujours à Asylum, tu sais, là, qui font les Sharknado, les machins comme ça. Ouais. Je trouve ça atroce. Ouais, parce que eux se foutent de la gueule de tout le monde, là. Ils se foutent de la gueule et du thème qu'ils sont censés traiter et du genre qu'ils sont censés représenter. Et carrément même des gens des consommateurs. Ils se foutent de la gueule du cinéma de façon générale. Oui, mais même du consommateur, parce que sous prétexte de... Non, mais comme je te disais tout à l'heure avec Léna, ouais, c'est nul, mais c'est fait exprès. Mais non, mec, c'est pas suffisant. Tu vois, les moyens que tu as mis en œuvre pour faire cette merde, en disant, oui, mais c'est normal que ce soit une merde parce qu'on voulait que ce soit une merde, bah, tu aurais pu en faire quelque chose de peut-être d'intéressant, si tu veux. Donc moi j'ai horreur de cette espèce de je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un bon parallèle, Asylum, par rapport à ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça. Il y a ce côté un peu ironique, ouais, mais c'est de la parodie, ouais, mais on s'en fout, ouais, mais on se prend pas la tête. ouais, mais ça reste de la merde, tu vois. Donc bon, nous on essayait plutôt de faire du genre. Ça reste du genre, ça reste du divertissement, mais en étant respectueux du médium qui est la bande dessinée et du genre traité, quoi, tout simplement. Et donc du coup, vu que tu fais partie des premiers auteurs sur le premier numéro, comment t'en es venu à choisir cette histoire donc Mort ou Vif? Mort ou Vif, en fait, moi pour tout dire, c'est une histoire. D'ailleurs, je l'écris. C'est une histoire très librement adaptée d'une histoire de EC Comics qui m'avait fasciné quand j'étais gamin. Mais si tu veux, j'ai gardé juste le gimmick du flic et du gangster attaché à la menotte. Et puis ensuite, je suis parti dans d'autres directions. Mais ouais, et parce que je trouvais que c'était vraiment exactement l'ADN de Doggy Bags, ce type d'histoire en particulier. Et je sais que Black Hill était parti sur les loups-garous bikers parce qu'à l'époque, il y avait le GTA 4 Lost Sons, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, avec les bikers et tout, il était à fond de balle le biker à cette époque-là. et moi, quand il est arrivé avec son projet, j'ai dit vas-y à fond, ça me parle. Moi aussi, j'ai joué à GTA 4. Tu remarqueras que les jeux vidéo sont toujours au cœur du process de création. C'est normal, ça fait partie de la pop culture qu'il faut brasser. Et puis quand tu t'immerges dans un jeu, t'es dedans et puis forcément tu... Avec Rockstar, quand c'est des gros trucs, que ce soit Red Dead ou GTA, automatiquement ça... beaucoup plus grosse. Oui, puis en plus, c'est pas comme un film que tu vois pendant 1h30, puis après tu passes à un autre film. Là, un jeu, pendant plusieurs mois, t'es sur le jeu, donc. Donc tu t'imprègnes, et c'est-à-dire que même dans la tonalité, parce que dès le premier numéro, t'as marqué sur la couverture suspense, frisson et horreur. Je crois que c'est après, enfin non, même dès le premier numéro, t'as violence 100% graphique. Donc il y avait aussi une volonté de non-retenue dans ce que tu dépeins. Alors autant c'est vrai que dans l'histoire des loups-garous, ça gicle un peu quand il y a l'attaque au départ.
dans Mort ou Vif, on est un degré plus loin quand même dans la dépiction de la violence, quoi. Ouais, la violence est peut-être moins graphique dans Mort ou Vif d'ailleurs. Elle est peut-être plus. Ouais, je sais pas. Je la trouve assez sourde quand même, plus frontale. Ok. Ouais, bah tu vois, je m'en rends pas compte. Donc, Mais c'est aussi dû au dessin, parce que avec Blackie, enfin Guillaume Singelin, il a un petit trait qui peut être kawaii presque. Un petit peu kawaii, un peu cute et tout, du coup, et ça fait un bon. C'est intéressant, mais du coup la violence est peut-être même quand elle est c'est très sanguignolant, on a quand même un petit côté doux qui est Ouais, encore que moi ce décalage là je trouve intéressant justement parce que dans Grosserie c'est le contraire. C'est ce qui a... c'est tellement mignon que quand ça commence à devenir hardcore, c'est encore plus hardcore que si ça avait été réaliste, je trouve. C'est vrai. Mais ouais, après je sais pas si vous êtes jamais posé même des questions sur la façon dont vous utiliseriez la violence. C'est pour ça que là, je crois qu'on peut en parler des heures. En fait, c'est tellement intuitif que on y reviendra beaucoup plus tard dans les podcasts, mais il y a d'autres histoires particulièrement violentes sur lesquelles il faudra forcément un petit peu revenir, quoi. Mais dans l'idée, ça c'est jamais tu t'es jamais trop non plus posé la question de jusqu'où tu pouvais aller ou pas. Si, moi je m'auto-censure. Hein. Il y a des trucs, déjà parce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est-à-dire tout ce qui est relatif aux enfants, je suis pas du tout à l'aise, j'ai horreur de ça. Et puis ensuite, une fois, ça nous est arrivé de mettre, pour déconner, un comic code sur une tub d'un personnage. Oui. Non pas que c'était une censure particulière, c'est que je trouvais que ça faisait un peu peut-être... on tombait peut-être dans les travers de c'est pas nécessaire. Du trop gratuit. Bah ouais, c'est pas forcément nécessaire. Tu vois, moi, à la fin de Piranha, quand t'as cette bite qui t'arrive en 3D dans la gueule, ouais, c'est sympa, mais encore une fois, je me dis, quelle débauche de moyens pour juste une blague, quoi. Donc, moi, il y a un côté comme ça, quand j'ai l'impression d'être devant le cahier de texte d'un mec de 3e, je trouve pas ça subversif, je trouve juste ça un peu... ouais, c'est peut-être un peu facilement gratuit, quoi, si tu veux. Donc voilà, mais du coup, je sais que le fait d'avoir apposé un comics code à cet endroit-là, du coup, ça crée un décalage un peu, on va dire, marrant. Tiens, d'un coup, c'est pas juste un truc, une bite en frontale, c'est attention, hein, nous, on a censuré ça parce qu'il faut pas. Enfin, tu vois, alors qu'à côté de ça, il y a des coups de pelle dans la tronche et tout. Donc il y avait un petit décalage que je trouvais malgré tout sympa. Mais après, bon, bah, ça, c'est l'appréciation de chacun aussi, quoi, si tu veux. Mais moi, oui, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je vais pas aller. Et des fois, je me dis, putain, il y aurait tellement des bonnes histoires à faire par rapport à ça. Un enfant qui disparaît, puis d'un coup, il y a une enquête qui se met en route ou quoi. Mais je le ferai pas. Ce sera pas toi qui le feras, ce sera peut-être une autre je l'écrirai personne, même pas. D'accord, ouais. Il y a aussi la question de l'habillage pour la maquette, pour la construction graphique, de l'identité graphique. Et ça a été surtout ton travail, alors, Yac? Oui, bah, c'était la partie vraiment super kiffante, qui est intéressante pour moi. Bah, comme Run, je collectionne les comics quand je peux, des vieux, des Golden Keys, des vieux IC Comics. Alors, j'ai pas de trésor de comics des années 50, j'ai des rééditions des années 70, etc. Mais c'est pas grave, il y a toujours ce plaisir, même quand ils sont vraiment abîmés ou tout défoncés, mais ça peut se revoir aussi sur la maquette, d'avoir justement tes comics bien foncedés un petit peu, parce que ça arrive super souvent sur les vieux qu'on les retrouve dans des shops ou des trucs. Ouais, voilà. Mais en même temps, ça donne une patine qui m'a toujours intéressé et un peu fasciné en me disant j'aime bien. Enfin, ça comme une vieille pellicule abîmée d'un vieux film. Il y a quelque chose de en plus. C'est même meilleur, ouais. Oui, mais carrément. Et tu te dis puis il a un poids, il a un vécu. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il est légitime, qu'il est là, qu'il a été relu, lu et qu'il est passé peut-être de main en main et tout. Et ça, c'était comme la gueule d'un vieux militaire buriné, quoi. Oui, c'est toujours plus intéressant quand de toute façon il y a quand Nathan Drake, tu vois. C'est vrai. Tu vois, il y a un truc qui est toujours plus intéressant quand c'est patiné. Alors en l'occurrence, quand c'est patiné naturellement, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant que quand c'est artificiel. Mais c'est aussi quand Yuck a choisi de faire ça, c'était aussi c'était très référentiel, quoi. Oui, bien sûr. Et après, référentiel, même des fois, même si là on est sur du comics américain, par exemple, quand on a 3 histoires avec chaque fois ta couverture, etc.,
nous, on a grandi, il y avait des Special Strange, des Oui. Strange. T'avais tes 3 bouquins qui étaient reliés et qu'ils en faisaient un truc relié. Un gros numéro, ouais. Et moi, quand j'étais gamin, j'avais toujours mes cousins aussi, j'en avais et tout. Et ça faisait partie. J'aimais bien ce côté. T'as une belle t'as ta cover principale entre guillemets qui va être la plus la meilleure. Et ensuite, tu voyais quand même qu'il y a eu c'était relié. T'avais tes petites couvertures de chaque numéro, etc. Et c'est des choses sur lesquelles c'est toujours intéressant de jouer. Et puis on l'a construit aussi. Et les articles aussi. Ouais. Les Oui, articles, ça, j'allais dire ensuite sur l'accompagnement éditorial. ouais, les à articles, ça l'intérieur. vient de ça aussi, ça vient des Strange. Moi, je sais que quand j'ai découvert les comics quand j'étais gamin, au travers de Strange, il y avait toujours des articles. Alors, en l'occurrence, ça avait pas grand-chose à voir avec les BD qu'on lisait. Non, il y a les animaux des fois, des Les choses. Incas, le faisan, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, ceux qui achetaient les éditions Lug, quand ils achetaient les histoires, etc., ils avaient ils avaient autant d'histoires dans le. Mais après, il fallait qu'ils meublent. Ouais, qu'il Et meuble. du coup, il y Mais avait du contenu, au-delà de meubler, c'était aussi que s'il y avait un contenu pédagogique, ils payaient moins Oui. de TVA. Bien sûr. Donc, il fallait qu'il y ait un ratio pédagogique dans la BD Ouais, de d'accord. manière à ce que économiquement ils puissent passer. Alors, je sais plus combien c'était, hein, mais s'il y Genre avait- pour faire approuver par l'éducation que Ouais. c'était pas une BD complètement en tout cas, dépravée, la TVA était moins chère. D'accord, Donc, du coup, ils mettaient des contenus, on va dire pédagogiques, qui Ouais. n'avaient strictement rien Il y en à a voir. toujours eu, avec, même sur les petits formats poche. Ouais. Mais en France, hein, parce qu'aux Ouais. États-Unis, c'était plutôt. Alors nous, on a fait le combo entre les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on a gardé le côté notre Madeleine de Proust, parce que pour moi, un comic, c'était normal qu'il y ait du contenu pédagogique dedans. Alors que maintenant, quand j'y réfléchis, je me dis ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, pour nous, c'était normal quand on était Ça a gamin. toujours été comme ça. Ouais. En plus, tu voyais que les dessins, ils étaient un peu moins bien faits, etc. Bon, bref. Et donc, on a gardé ce côté Madeleine de Proust à la française. Et en même temps, on l'a mixé avec le contenu qui accompagnait les comics aux États-Unis, à savoir les publicités, tout le côté ultra mercantile, des trucs qui n'avaient strictement rien à voir aussi parfois, hein, genre les lunettes qu'ils voyaient à travers les vêtements et tout comme ça. Et toujours très déceptif parce qu'au final. Parce que c'était de la merde, quoi. C'était des gadgets. Mais ça te donnait ça te crée un univers de possibilités d'avoir des gadgets, des trucs super cool. Mais même les trucs pour devenir musclé, Fort, bien sûr. tu vois, tu te dis, ça faisait rêver. Tu te disais, putain, mais. Tu prends ça, puis après, bim, tu c'est deviens une possible, armoire à quoi. glace. Ouais. Tu vois, c'est possible. Et d'un coup, tu te rapprochais de tes héros favoris. Enfin, en tout cas, tu avais la promesse de te rapprocher de tes héros favoris juste en lisant un livre qu'il fallait commander. Et ils avaient bien ciblé, hein, devenez balèze et regardez sous les habits des filles. des filles. Voilà, tout était ciblé. Bah, d'ailleurs, les balèzes, en général, ils repartaient avec les filles, en maillot de bain, quoi. On sent la frustration. Tu voyais ça quand tu étais un gamin de 10 ans, tu faisais ouais, c'est ça le succès. C'est ça la vie d'adulte. À fond. Et donc c'était toi alors, donc c'est toi Olivier qui a pris à charge de faire toutes les fausses petites publicités qu'on retrouve. En général, lui, après, il peut y avoir des fois un dessin de Ron, un dessin de Tony, parce que c'est toujours un effort d'équipe et tout, mais de façon générale, lui, c'était plus moi qui était dessus. Et moi, j'adorais j'adorais aussi les voir, ces petites pubs. Parce que avant d'avoir mon premier comics américain, donc nous, on avait les Strange, on avait tous les magazines des éditions Lug. Mais pendant super longtemps, je me disais, j'aimerais trop avoir un vrai, tu vois, les vrais comics en anglais et tout ça. Et je sais pas, quand j'avais 10, 11 ans, j'ai et les parents d'un de mes potes, des bons potes, qui sont partis aux États-Unis et qui m'ont ramené quelques. Et du coup, c'est là que j'ai vu toutes les pubs qu'il y avait toujours dedans, la mauvaise qualité du papier aussi par rapport à ce qu'on était habitué, parce que mine de rien, la qualité, même si c'était pour la France peut-être un peu plus cheap, ça restait relativement bien imprimé. Et par rapport à la qualité du papier aux États-Unis, où des fois, tu avais presque un papier qui était moucheté rose. Ouais. Non, mais vraiment, il pouvait être très mauvaise qualité, imprimé avec des... Presque du VAR, des fois, dans la texture. Et des fois, il y avait même une ligne magenta qui devait passer, parce qu'ils avaient peut-être récupéré des stocks de papier, puis tu avais une trace du truc de l'imprimeur. Okay. Ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et des décalages de plaques aussi. Des décalages de plaques super souvent, mais qu'on aime bien utiliser, qu'on fait aussi par moment. Et tu sais, les couleurs qui passaient derrière les aplats noirs. Oui. Alors des fois, tu avais du noir rosé et avec du noir plus noir. Alors ça, c'était moins souvent avec les... Enfin, de ce que j'ai déjà remarqué, c'était moins souvent
même si ça pouvait arriver avec les comics américains, mais c'était quand ils prenaient les films en France et qu'ils les refaisaient par moment, ils rechangeaient certains éléments de la BD où ils remontaient, etc. Et par moment, ils allaient refaire des aplats, etc. Et effectivement, ils allaient mettre un magenta parce qu'il y avait un petit reflet rouge sur les cheveux ou un truc comme ça. Ils allaient le faire à l'arrache dessus et du coup, tu avais des cheveux noirs. Un gros strass rouge à l'endroit où il y aurait le petit reflet rouge sur le. Mais c'est des choses qu'on a utilisées aussi dans la maquette, dans le côté graphique. À un moment donné, je me souviens qu'on s'était posé la question jusqu'où on pousse le délire. Est-ce que même dans les BD, on pousse jusqu'à décaler des plaques, etc. Et on s'est dit, vas-y, on va pas le faire parce que le but du jeu, c'est pas non plus de singer. Il fallait que ça reste lisible. Lisible, et puis il fallait aussi que ça soit quelque chose de nouveau. Le but, c'était pas non plus de faire, justement, pour le coup, de tomber dans la parodie. Tu vois. Donc, par contre, je sais qu'il l'avait fait Karate Boy. Karate Boy, c'est un truc qui était sorti chez Ankama de Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Ouais. Pour le coup, qui est pas mal dans le genre. Je trouvais ça sympa parce qu'eux, ils avaient poussé le bouchon vraiment très très loin, mais plutôt le côté cheap des années 90, Club Dorothée, etc. Bon, nous, c'était encore un autre délire, mais en tout cas, pour la charte graphique générale, non pas dans les histoires, mais pour la charte graphique générale, l'idée, c'était quand même de se référencer à IC Comics, à ces vieux comics des années 50, 60, voire même 70. Hein. Bien sûr. En tout cas, old school, quoi. C'est-à-dire que dès le premier numéro aussi, on voyait donc un encart publicitaire avec un corbeau avec marqué Lowrider, qui est aussi un logo qui figure depuis le premier numéro sur tous les Doggy Box, mais on ne sait jamais à quoi ça correspondait. En fait, c'était des comics à dormir debout, c'était juste un second label pour Doggy Box. C'était un peu c'était un peu une manière de signer de Yuck, quoi. Ouais, puis c'était j'avais déjà fait des petits trucs avec un petit corbeau. Je trouvais que c'était que ça fonctionnait bien avec de toute façon l'atmosphère et ce qu'était le bouquin. Et c'était surtout que j'avais envie de quelque chose de graphique qui me plaise et qui me permette aussi de qu'il soit comme une petite griffe. Les gens n'y vont pas automatiquement y faire attention, mais il est là, il me permet d'équilibrer aussi ma maquette, c'est enrichir en fait. Par moments, ça n'a pas automatiquement un super sens. Après, j'aimais bien le nom parce que j'avais trouvé, puis j'avais voulu faire un petit jeu de mots par rapport au Lowrider et puis le fait de regarder un petit bouquin un peu cheap, de regarder, d'avoir un sous-genre et tout. Mais c'était plus pour ce que ça pouvait, à la rigueur, selon les personnes, leur faire penser ou... Ouais, c'est ça, c'est ouvrir des images mentales. Exactement. Mais ça, ce corbeau-là, tu l'avais déjà utilisé pour une planche chez Rossignol, non? C'était pas ça? Ouais, j'avais fait des skis freeride. Et du coup, j'avais fait effectivement avec des petits crânes et puis des corbeaux. J'ai fait une petite composition qui ressemble à ce que je pourrais faire sur Doggy. Et du coup, c'était vraiment la première fois que je m'en servais. Et après, j'avais envie de vouloir développer un petit peu ce petit... cette petite chose, mais en faisant un petit logo et puis voilà. Et dans le premier, il est sur le courrier des lecteurs aussi, le corbeau, sur ce premier tome. Et le poster alors, enfin même les 3 posters, puisque c'était, vous avez jamais forcément trop communiqué dessus en plus, c'est quelque chose que les gens pouvaient découvrir au fur et à mesure et que même certains ont découvert encore là les derniers mois, c'est que vous mettiez à la fin donc un poster, mais en fait il y avait 3 posters à chaque fois. On a toujours été très mauvais communicants, tout simplement parce qu'il fallait entre guillemets tout faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait à la fois faire les BD, à la fois communiquer dessus, etc., etc. On ne pouvait pas forcément se reposer sur des gens de métier. Donc forcément, ça pêchait toujours d'un côté, quoi. Donc là, en l'occurrence, je pense que niveau com, on n'était pas forcément très bon. Et c'est vrai que les posters, on n'a jamais communiqué dessus, de la même manière qu'on avait fait un Tangirl à l'époque. Tangirl, qui est quand même une création d'Alan Martin anglaise de chez Titan. Et on avait fait une autre version. Un Tangirl en France, création 100% française avec Alan Martin et Jim Mahfood au dessin. Tout le monde a cru que c'était... personne n'a capté que c'était une création. Tout le monde pensait que c'était un achat de droit habituel. Donc pour te dire à quel point on était des tanches en communication et en promotion. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais communiqué sur le fait qu'il y avait des posters différents.
Après, si on l'a fait quand même, parce qu'à des moments, chaque fois, on mettait à la fin, enfin un peu plus tard, en tout cas, on mettait chaque fois les 3 posters ensemble, etc., pour pouvoir le dire. Mais effectivement, des fois, il y a des choses qui paraissent, nous, ça nous paraissait logique. J'ai toujours mis en plus pour qu'on puisse... le titre du poster. Ouais. Toujours sur le poster, quand tu ouvres, quand tu l'ouvres, il y a toujours, pour que tu n'aies pas à avoir à l'abîmer, le déplier, le nom de l'histoire qui est toujours annoté. Et moi, ça m'apparaît toujours logique. Tu as ton titre, tu doutes bien que tu as les autres aussi et qu'il y en aura toujours. Quoi. Ouais, mais en fait, c'était pas si. Non, parce que les lecteurs sont pas habitués à ce genre d'édition. Et de richesse. Tu vois, ils se disent pas. Ah bah tiens, ça se trouve, le bouquin qui est juste à côté, ça sera pas le même poster. Ils pensent même pas à se dire ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert qu'il y avait un poster différent dans chaque Doggy Bags sur les réseaux sociaux. Quand ils voient le poster d'un mec sur son mur, ils disent c'est pas le même. Tu vois, et là, ils débloquent les gens. Et parce que vous avez jamais voulu le faire avec ne serait-ce qu'un sticker, un truc avec marqué 3 posters à collectionner ou je sais pas, un truc comme ça. C'est compliqué à écrire parce que comment tu le. Oui, parce que les gens peuvent croire qu'il y a 3 posters alors dedans. Alors qu'il n'y a pas 3 posters, parce qu'on a déjà eu cette discussion. Soit on dit un poster random, on s'y est déjà posé la question, puis après on avait fait allez, fuck, les gens ils verront bien. Et en même temps, je trouve que c'est cool. Après, c'était aussi parce qu'on a toujours envie d'avoir une petite un petit truc cool, un truc surprise, qui est intéressant. Là, tu peux très bien te dire, hop, et puis après tu dis, ah ouais, putain, en fait j'ai eu celui-là, mais il y en avait d'autres. Tu peux laisser le hasard, tu l'as. Et le fait qu'on choisisse d'en avoir en random, c'était parce qu'on voulait qu'il y ait un petit truc cool en plus et qu'il ne soit pas automatiquement... de collectionnite presque. Voilà, exactement. Même si on se doute bien que les gens ne vont pas acheter 3 Doggy Bags pour avoir les 3 posters. Mais n'empêche que... Mais sur les coffrets, à un moment donné, on avait fait des coffrets on a fait 2 coffrets de 3 tomes chacun et il y avait l'ensemble de tous les posters dans les coffrets. Ouais, comme ça permettait de... Parce que moi, chaque fois que j'ai un comics ou n'importe quoi, et s'il y a quelque chose dedans, je vais jamais découper, je vais jamais enlever le poster. Il va toujours rester, le bouquin, il va rester tel quel, immaculé, parce que j'ai envie qu'il reste clean. Ouais. Mais à côté de ça, quand on a fait les 2 coffrets, c'était un coffret rouge et un coffret jaune, on a remis la totalité des posters, ce qui était quand même plutôt sympa parce que tu gardais tes livres intacts, mais si tu avais envie de te faire ton mur de ta chambre avec tous les posters, tu les avais et c'était quand même bien. J'ai une question naïve en termes de production et après de distribution pour qu'il n'y ait pas des lots avec que le même poster qui se retrouvent dans les différents points de vente. C'était pas trop galère à gérer? Aucune idée. Ça, c'est pas nous qui nous en occupons, en fait. C'est juste que toi, quand on fait le bouquin, il est décidé, on sait qu'il y a 3 posters. Il y aura 3 posters, ça sera un tiers. Et ensuite, ça, c'est avec l'imprimeur, c'est décidé, ils le savent, ils font leur tirage. Une fois que c'est monté, tu as autant de... les couvertures sont montées sur les livres, etc. Avec les posters, tout est stocké pour avoir un tiers, et ensuite c'est envoyé de façon... Mais ça ne veut pas dire que tu vas automatiquement, dans ton libraire, avoir chaque fois les 3 différents et tout, mais c'est fait de façon équilibrée. Tu auras le même nombre et tout. Et ensuite, ça peut être le hasard si tu as... Oui, ton libraire, ça se trouve, s'il en a que 3, et c'est possible qu'il ait 3 fois le même poster. Ou 2 fois. C'est comme les autocollants Panini que tu achetais quand tu étais gamin. Ouais. Des fois, tu l'achetais, puis coup sur coup, tu tombais limite sur exactement les mêmes images. T'es juste dégoûté. Super deg, ouais. Bon, là, c'est quand même beaucoup plus... Oui, là... Donc là, c'est un investissement plus important que les petits paquets de Alors oui, puis tu t'es pas décevoir quand même. C'est pas déceptif quand même. Et puis nous, le truc aussi qu'il faut dire qui est important et qu'on oublie aussi parfois de parler, c'est que l'idée, c'était aussi de peut-être d'inciter les gens à aller l'acheter en librairie pour choisir leur poster. Parce que quand tu achètes sur des sites... là, tu le reçois, puis tu as 0 choix. Donc, ceux qui ne le savaient pas, tant pis. Mais ceux qui le savaient, ils pouvaient se dire, moi, j'ai envie de choisir mon poster. Et du coup, je me déplace en librairie. Donc, c'était aussi dans l'idée d'inciter les gens à acheter le bouquin chez leur libraire. D'accord. Parce que là, du coup, on a l'histoire, on a le contenu, on a l'accompagnement. Il manque le nom. Le nom. Alors, le nom, c'est un peu moins iconique que... C'est moins iconique que San Diego, ouais. Ouais, c'est moins iconique que San Diego. C'est le Subway... de Roubaix. Donc on était au Subway de Roubaix et justement pour l'occasion il y avait Blacky qui était toujours avec nous en stage et il y avait Florent Maudou qui était descendu de Lyon pour Freak Squill. Et donc on s'est dit ok, c'est bien, on est à 3, on est là, il y a Yuck en plus, on choisit le nom. Allez, il faut que alors, brainstorming là, Florent est resté chez moi la soirée, donc j'ai dit on repart pas
Florent, tu repars pas à Lyon sans qu'on ait le nom. Parce que à chaque fois, on s'envoyait des mails et tout, parce que ça a duré. Parce que moi, San Diego, c'est en 2009, ok, pendant l'été 2009. Et le premier Doggy Bags, c'est 2011. Donc t'imagines, pendant tout ce temps-là, l'idée mûrissait. Moi, j'avais aussi d'autres choses à gérer, etc., avec Moutafoukaz et tout. Donc là, je leur ai dit, les mecs, c'est maintenant, il faut qu'on trouve le nom. Et on ne l'avait pas trouvé. Donc on avait fait des brainstormings, ça rendait rien. De toute façon, des brainstormings, ça... C'était quoi les pires noms? Vous vous rappelez enfin, selon vous, les pires noms que vous aviez proposés? Sueur froide, Triple Thrills. Oui. Qu'est-ce qu'on avait aussi comme nom? Je saurais plus dire qu'est-ce qu'on avait comme nom. Attends, il y en avait d'autres. Hein. Stereo Muerto. Je sais plus ce qu'il y avait. Stereo Muerto, on avait ça? Moi, je l'avais mis dans mes trucs. Ouais, mais du coup, ça faisait 2 seulement. Ouais, bah, de toute façon, c'était ça exactement ce qui avait été dit à l'époque. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, bon. Et puis, finalement, on s'est dit, putain, on était resté sur Triple Thrill, qui est imprononçable et qui est un peu moche. En français, ouais, Triple Thrills, du coup, mais ouais, si il y avait le côté triple, et puis côté. Et puis, 2 histoires, moi, j'aimais pas. J'aime bien quand c'est impair, et 3, c'était bien. Et puis on était donc au Subway et Florent, il a un petit estomac, hein. Il a un petit appétit. Ah, ça balance. Et il parle beaucoup. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il est en retard en plus pour son train. Du coup, il dit c'est pas grave, j'ai demandé un doggy bag. Et puis là, alors qu'on était un peu parti sur Triple Thrill, mais sans trop de y croire, ouais. D'un coup, je dis un doggy bag. Putain, c'est jamais. Enfin, si, j'avais déjà entendu ce nom-là, mais ça me paraissait revenir comme un nom exotique, limite d'outre-tombe, quoi. Je dis putain, mais. Et puis d'un coup, je me dis, mais c'est pas mal comme nom quand même. Et on fait le tour de table. C'est bien ça, doggy bags, non? Ouais, je sais pas, faut voir. Doggy bags. Puis tu le répètes. Puis tu dis, mais ça marche bien, parce que ça. Tu vois, t'as des images mentales qui t'arrivent tout de suite. T'as le côté chien, doggy style, body bag. Et puis d'un coup, on se dit, comme on se disait, ça fait un peu les restes que t'emportes chez toi. T'as plein d'idées, d'images mentales qui te viennent comme ça. En plus, avec du coup, Yock avait créé cette mouche, tu vois, qui se pose sur le logo. Donc, il y a un côté comme ça. Il y a quoi? Il y a des cadavres dans le sac. C'est quoi? Et on s'est dit, vas-y, Doggy Bags, c'est bien. C'est à la fois exotique, on ne sait pas ce que c'est étrange, et puis en même temps, ça t'ouvre des horizons un peu obscurs. Le nom est bien. On la bonne longueur, l'intonation, enfin ce que tu peux ça fonctionne. C'est impactant. Ouais. On dirait qu'on aurait pu faire un podcast sur froide, du coup, c'est. Qu'est-ce que Triple Thrills, du coup? Sur froide, je vois bien ça avec Gérard Jugnot et Clémentine Salarié, tu sais, dans l'adaptation française. Non, Doggy Bags, ouais, effectivement. En plus, bon, dans l'idée, comme la rêve, c'est quand même un peu américain. Ça marche mieux que sur froide aussi, quoi, tu vois. Ah ouais, clairement. Quel était votre état d'esprit quand le premier numéro a fini par voir le jour dans les librairies? C'était la pression? Je me rappelle même plus. On était contents, mais en même temps, je me rappelle qu'on bloquait aussi sur les mini défauts du premier tirage. Le papier était un peu trop blanc. On s'était dit, merde, le papier est un peu trop blanc. C'est un peu dommage. Donc moi, ça me faisait chier. Ouais. Il y avait 2-3 coquilles d'orthographe qu'on avait corrigées qui étaient revenues. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a branlé? Et le papier changera à partir du numéro 2 pour un papier tout de suite, ouais, donc tout de suite avec crime qui soit beaucoup plus beaucoup moins blanc, beaucoup plus cohérent, avec le côté un peu vintage et old school des comics. Pour accompagner, on avait fait un trailer vidéo sur YouTube qui mettait en scène les 3 premiers auteurs, et naïvement on s'est dit il faudra faire ça sur chaque numéro. Eh ben non. Ça prend trop de temps, ça prend trop de temps. C'est vrai que même d'ailleurs fait après hors du taf, quoi. Et puis même pour les illustrations, vous vous étiez mis en scène sur le premier numéro pour les pages. Le jour c'était tiré du trailer en fait. Le jour du tournage, on a fait les photos qui suivaient parce qu'on avait comme idée de décliner cette recette pour les tomes suivants. Mais on s'est vite rendu compte que déjà nous on faisait ça en plus en dehors de notre temps de travail. Ouais. Le matos, il fallait se démerder pour le trouver. Tu vois, c'est pas évident. Puis en plus, t'es à Roubaix, donc va-t'en envoyer du rêve avec les paysages. Enfin, tu vois, c'est sûr dur. Que le Roubaix Landscape est pas les plus incroyables de France, quoi. Tu vois, ouais, voilà. Donc, bon. Mais malgré tout, il y en avait quand même eu un sur le 2.
Il y a quand même un petit accompagnement vidéo, mais là, pour le coup, c'était plus des reconstitutions de scènes qu'il y avait dans la BD, avec toujours moi, entre guillemets, en showrunner, on va dire, qui me mettait en scène dans les déserts aux États-Unis, mais tout simplement parce que j'étais parti en vacances et puis j'en avais profité pour shooter des trucs. Je ne savais même pas à quoi ça allait servir, mais je me suis dit, si on doit faire une vidéo, ça se trouve, je pourrais mettre des stock shots de ça. Et puis voilà, donc très vite, on s'est rendu compte que c'était pas possible de reproduire ça pour tous les tomes et que du coup, plutôt que prendre en photo à chaque fois chaque auteur, on allait plutôt faire des photos qui évoquaient les sujets traités dans la bande dessinée qui suivait, plutôt que prendre en photo l'auteur dans un délire un peu plus exploite, quoi. Ouais, et puis surtout que les auteurs sont pas toujours là. Alors bien sûr, ils n'ont pas toujours envie non plus. Donc oui, parce que voilà, ils ont peut-être envie de. Voilà. Et puis il faut avoir le temps de le faire. Si c'est des personnes qui sont à l'étranger, qui sont, enfin voilà, c'est pas évident à réussir à tout. Trouver les accessoires, les accessoires, fringues, trouver des idées. Enfin, donc, et par contre, il y avait moyen d'un petit peu aller au-delà de l'introduction à l'univers, qui est la couverture quand tu arrives dessus, en jouant justement sur des sur des photos. Chaque fois, c'est des photos qu'on a prises, que ce soit en trip ou autre, ou par rapport à voilà, c'est des petites cartes religieuses qu'on collectionne, etc. Mais ça te met dans le mood, ça te permet d'avoir une première introduction, tu vois, dans l'histoire, là où tu vas être, ce que ça va être. Et c'est aussi des photos, là je vois par exemple sur The Border, qui est dans le Doggy Bags 2, moi c'est des photos que j'avais envoyées à Blacky, que j'avais prises quand j'étais allé justement dans le désert de Sonora, là pour le coup, où j'avais vu ce cactus en forme de croix. Tout simplement parce qu'il y avait neigé et en fait du coup ça avait fait une forme particulière. Bon bref. Et puis aussi tu vois cette roue avec le back-off avec Sam le pirate, et ben tu la retrouves dans la BD parce que je sais que Blacky, je lui ai envoyé ces refs là en disant tiens, ce serait sympa qu'il y ait tu vois, j'ai vu ça dans un parking du Walmart tout près du désert de Sonora. Tu vois, le mec sur ses garde-boue, il a Sam le pirate. Donc tu vois, c'est des détails comme ça qui font que tu rentres dans l'histoire et qui limite ça te fait presque un lien beaucoup plus direct avec la réalité. Tu vois, le fait de voir les photos issues de ce que tu vas présenter font un lien avec la réalité, en fait. C'est ça aussi qui nous intéressait. Et la réception, elle était comment alors ? Pour le 1, elle était bonne, hein, je crois. Je me souviens qu'elle était bonne. Mais je t'avoue qu'on n'allait pas voir. À l'époque, moi, j'allais pas sur Twitter, rien du tout. C'était sur des sites de BD. L'accueil critique aussi. Hein, l'accueil à la fois public et critique. Je t'avoue que moi, pendant très très longtemps, t'as fermé Internet, t'osais pas taper Doggy Bags pour pas voir les... J'allais pas voir les critiques des gens, même pour mon propre travail, parce que je me disais... parfois, les gens se rendent pas compte à quel point tu te démènes pour essayer de faire quelque chose avec tes propres lacunes et tes propres complexes, j'ai envie de dire. Et puis d'un coup, les gens s'imaginent qu'ils peuvent tout défoncer, tout simplement parce qu'ils considèrent que puisque tu t'es exposé, tu le mérites bien quand on voit un boulet de canon dans la gueule. Alors que des fois, non. Des fois, tu as fait ça vraiment avec le cœur, et c'est notre cas tout le temps. Et tu t'exposes, certes, mais en ayant conscience de tes lacunes. Et puis, badaboum, tu prends ça dans la tronche, et puis t'es KO. Tu te dis même, limite... vas-y, je sais pas si je vais continuer, tu vois. Il suffit de 2 mauvaises critiques, de mecs lambda en plus. Ça se trouve d'un gamin de 13 ans, tu vois. Toujours ce que je Donc moi, comme j'étais pas très solide sur mes appuis à l'époque, je le suis un petit peu plus maintenant parce que j'ai pris de la bouteille. J'ai préféré même pas aller voir ce que les gens en pensaient. Parce que je me dis, si on a déjà des difficultés à faire le projet en interne, et puis qu'en plus derrière, il y a des lecteurs qui nous disent « Ouais, c'est quoi cette merde ?» Vas-y, on arrête quoi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. C'est ça. Et donc, il s'est passé 1 an, tu l'évoquais un petit peu avant dans le podcast, mais il s'est quand même passé 1 an avant de vous assurer, alors que c'est bon, Doggy Bags, ça pouvait marcher, le concept pouvait marcher, et que vous lanciez la prod sur le... Oui, mais alors c'est pas 1 an en se disant on attend 1 an, puis ensuite on démarre. Oui, j'imagine, oui. Tu vois, on attend 4-5 mois, puis après il faut recruter et relancer les auteurs, parce que un 30 pages... par exemple, même si c'est pour faire un 30 pages, si le mec il est en pleine prod et qu'il me dit je m'y mets après quand j'ai fini ma BD, il faut déjà attendre peut-être 4-5 mois de plus, tu vois. Donc c'est ça qui peut prendre du temps.
Moi, je sais qu'il y a Ozanam qui était venu me voir à Angoulême, justement à la sortie du 1. Il fait ouais, putain, j'ai lu Doggy Bags, excellent, je peux te proposer une histoire. Tu vois, bah ouais, vas-y, envoie. Et puis ensuite, Mathieu Bablé qui venait de sortir La Belle Mort chez nous. Donc je me dis, c'est bien, il faut continuer à suivre ce mec-là parce que je sentais vraiment le potentiel. Et il n'avait pas de projet immédiat. Donc je lui ai dit, bah écoute, vas-y, on peut enchaîner sur des projets courts. Comme ça, le temps que tu montes ton dossier pour ton prochain projet, donc qui était Adrasté. Adrasté, ouais. Et puis Blacky, bah toujours, parce que moi, Blacky, à partir du moment où j'avais mis la main dessus, je me disais, tu restes avec nous. Tu t'en vas pas. Et c'est vrai qu'à partir du second numéro, il y a aussi une autre rubrique qui fait son apparition, donc c'est le courrier des lecteurs. Moi, j'ai une question à vous poser là-dessus, c'est à partir de, enfin, quelle est la part de vrai courrier et de faux courrier là-dedans? Alors, parce que moi, là, tu vois, le premier Kevin 14 ans, Montigny-les-Metz, pour moi, c'est fake. Alors, beaucoup, on peut changer les noms aussi. Alors, on peut s'inspirer de vrais messages pour pas afficher le mec, transformer quand même des trucs. On peut s'inspirer de messages qu'on voit des fois sur YouTube qui n'ont rien à voir avec notre BD. Et on peut aussi mettre des vrais retours qu'on a pour de vrai, quoi. Moi, je sais qu'à un moment donné, il y avait le Stalker dont je tairai le nom. Ouais. J'avais envie de publier ces messages de mort, ces menaces de mort dans le courrier des lecteurs, si tu veux. T'as des menaces de mort? Ouais. Mais des fois, quand il y a des... Pourquoi? Enfin, juste pourquoi? Bon, parce que il y a des gens, des fois, qu'on peut pas trop savoir pourquoi, en fait. D'accord, ouais. Tu sais, mais attention, hein, parce qu'il y a des gens, moi je sais que sur Doggy Bags, il y a des gens qui s'imaginaient qu'on racontait leur histoire ou qu'il y avait des... Moi, je sais, même sur Moutafoukaz, il y a un mec, une fois, il m'a dit j'ai vu le film, je sais que tu me parles, je sais pas comment tu connais tous ces détails sur ma vie, mais il faut qu'on se... Enfin, tu sais, il y a des gens, ils parlent dans des délires bizarres, des fois, hein, donc faut pas s'imaginer que tout le monde est totalement en possession de ses moyens et de ses facultés intellectuelles. On ne l'est pas toujours tous, hein, d'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé de partir loin dans des délires aussi, mais bon, bref. Et c'est une espèce de mélange, et puis des fois, c'est des trucs où on a envie de se marrer. Puis des fois, j'aime bien voir des trucs un peu... tu vois, des gens un peu rageux et tout, et des fois, j'aimais bien... Quand je tombais sur des gens qui étaient en mode critique ultra vénère ou quoi, j'ai dit, moi, j'ai envie que ça soit encore plus... Ouais, on va plus loin que le mec. Du coup, je faisais un truc beaucoup plus, parce que je trouvais que c'est plus amusant d'avoir que ça soit un petit peu plus violent, ou genre le mec il est vraiment pas content de ce qu'il voit ou quoi, ou jouer même avec... parce qu'en fait, c'est une question qui revient super souvent, si c'est des vrais, des faux, un mélange, etc. Et je trouve que ce qui est amusant, c'est que tu sais jamais vraiment si ça est et tout. Donc les gens sont toujours en tout cas, c'est inspiré du réel. Oui. Ouais. D'accord. Et c'est vrai qu'il y avait même l'un des commentaires là-dedans qui est signé par une Hilda Chienne de guerre de Buchenwald qui est un peu sur la représentation des... Mais tu sais que quand j'ai écrit ça, je ne pensais pas qu'un jour ça pouvait être un vrai sujet. Moi, je déconnais complet, si tu veux. D'accord. Je déconnais complet. C'est-à-dire que je me suis dit... Et même là, quand je relis, je me dis, aujourd'hui, j'écris plus ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité, ce genre de message. Mais pour moi, c'était un délire total, si tu veux. On était en quelle année, là? C'est le 2, donc on était en 2012. Tu vois, moi, j'étais pas sur Twitter, rien du tout. C'était un feeling que j'avais eu par rapport à l'histoire de Blacky. Je me suis dit, on pourrait lui reprocher ça. Et en plus, comme c'est des trucs en cuir, machin, on pourrait nous traiter de phallocrate, machin et tout. Et donc, j'étais parti dans un délire comme ça. Surtout avec la couverture du 2, où du coup, t'es avec une nana en maillot de bain sur une Lamborghini, enfin sur une voiture. Mais là, en vrai, on n'a jamais reçu de message comme ça. Moi, c'était un délire que je m'étais fait. Et je me rappelle le pseudo Hilda. Donc, Hilda, c'est la meuf dans les films. C'est Hilda la Louve de SS. Oui, c'est ça, exactement. Chienne de garde, c'était un délire de Pierre Bénichou que j'écoutais sur Europe 1. Et puis, non, mais là... Et Buchenwald, parce que forcément... Là-bas, parce que voilà. L'Allemagne. Mais si tu veux, aujourd'hui, j'écris plus ça, par contre. Par autocensure, en me disant, je ne veux pas qu'on ait l'impression que je me moque d'un groupe de gens
Alors qu'en vrai, moi, je faisais juste à l'époque un truc complètement fictif. Oui, il n'y aurait pas d'intérêt là, c'est justement parce que c'est quelque chose de... Ouais, de what the fuck. Oui, que c'est amusant et que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, comme il y a des vrais messages comme ça, bien sûr, ça n'a plus d'intérêt. Et qu'en ça plus a pas que je d'intérêt de comprends le faire. et en plus que bien souvent je comprends quelle est la problématique. Bien sûr. Du coup, je me permettrai pas de. D'ailleurs, on parlera de ça pour Doggy Bags 13 parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait dans Doggy Bags 13 que si j'avais su que ça arriverait dans la vie réelle, je me serais jamais permis de faire. Tu l'aurais pas fait. Et notamment par rapport à ces retours ou ces questions, parce que même c'est vrai que la première histoire de Ozanam et Kieran, où on montre des types, et heureusement à la fin quand même aussi une meuf qui dessoude en fait des stripteaseuses sous prétexte que ce serait en fait des envahisseuses aliens, posait forcément, enfin peut poser maintenant a posteriori des questions de ce que tu publierais ça encore aujourd'hui par rapport. C'était déjà à l'époque. Ça me posait question déjà à l'époque. Si tu veux, à l'époque, j'avais pas été. Si tu veux, j'avais validé le projet. Bon, on s'en fout, je dis des trucs, de toute façon c'est fini de gueule. À l'époque, ça m'avait déjà posé question. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, mais quelle est la conclusion de tout ça? C'est-à-dire que le mec, à un moment donné, pour moi, je peux pas le suivre dans son délire. C'est-à-dire que là, pour moi, le mec, c'est un psychopathe. Or, pour les auteurs, c'était pas un psychopathe, c'était... on suivait un personnage, tu vois, limite, ça, c'était même le héros d'un... En fait, il m'avait proposé après de continuer l'histoire. Je dis, mais on va continuer l'histoire de quoi? Tu vois? Et je me rappelle que la première mouture du scénar, c'était... et le mec avait raison, et c'était des envahisseuses extraterrestres, et ça terminait au fusil laser et tout. Je dis, ouais, mais là, on arrive dans la caricature que je ne voulais pas à l'époque. Donc j'ai dit, non, il ne faut pas terminer comme ça. Terminer avec un twist plus intéressant. Et j'avais évoqué justement, il peut être encerclé justement par des flics qui sont toutes des femmes. Genre, on sent que, oula, là c'est chaud, il va payer, tu vois. Mais j'étais pas à l'aise avec les coups de pelle dans la gueule des femmes, parce que je trouvais déjà que c'était, soit on fait passer le mec pour un salopard, et ça me pose pas de problème particulier, parce que c'est le cas, mais de là à le faire passer pour un héros, même si c'est des vrais extraterrestres, ça me gênait. C'est pour ça que du coup, on a conclu l'histoire différemment qu'une bataille spatiale, machin. Néanmoins, moi j'accompagnais l'histoire par des articles qui ouvraient sur de nouvelles pistes d'ordre psychiatrique. C'est-à-dire des gens qui se font des délires, par exemple, tu vois, qui entendent des voix. Voilà, Son of Sam qui pensait que le chien lui disait de tuer des gens. Tu vois, même Stéphane Momoiré dans le français, tu vois, qui avait assassiné cet enfant qui se promenait juste en vélo parce qu'il pensait que des voix lui disaient que c'était le diable, etc. J'ai orienté le récit vers ça, de manière à ce qu'on se dise, en lisant tout, en fait, ok, ça raconte l'histoire d'un mec potentiellement extrêmement frustré qui a des gros soucis psychologiques. S'il n'y avait pas cet accompagnement par les articles, ça raconte quoi en fait? Donc voilà, mais effectivement, comme tu dis, on était en 2012. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus demandeur d'un propos. C'est-à-dire qu'une histoire comme ça, maintenant, je dirais, que veux-tu me raconter au travers de ça? C'est quoi? Ouais, mais aussi, c'était parce que là, t'étais en train de définir ce que serait la ligne éditrice. Bien sûr. Enfin, on en est encore au tout début aussi. Des Doggy Bags. Et là, c'était d'un coup avoir un auteur qui ramène une histoire, mais qui n'est pas encore comme ça pouvait être intégré dans l'esprit de ce qui était en train de se créer sur Doggy. Mais du coup, il y avait un décalage par rapport à ce qui était désiré, ce que Ron voulait, la direction qui devait être prise, et le fait qu'il l'a mis sous un filtre Doggy Bags en changeant cette fin qui était justement, qui ne fonctionnait pas et qui était trop parodique. Qui était trop parodique et qui allait vraiment dans le... Mais c'est pour ça, c'est que petit à petit, à force de faire ça sur différents récits, c'est ce qui a donné qu'il y a une unité telle qu'elle est. Oui, parce que quand tu construis... C'était votre rôle, de toute façon, en tant que dans la supervision de l'ensemble. Parce que quand tu construis un édifice Doggy Bags et que tu dis à chaque auteur, amenez votre pierre, les pierres vont pas forcément toujours dans le sens de la gueule de l'édifice final, dont toi-même, tu ne connais pas encore la gueule. Donc, tu es obligé de dire, attention, celle-là, elle est peut-être un peu plus rouge que celle-là, donc tu essayes un petit peu de trouver... Et en fait, au fur et à mesure, l'édifice se monte et tu commences à voir, tome après tome, ok, en fait, l'ADN de Doggy Bags, c'est ça.
Mais au début, c'est difficile parce que, encore une fois, chacun arrive avec son bagage, chacun arrive avec sa propre perception de ce qu'est Doggy Bags. Moi, j'ai eu des projets, par exemple, où les mecs, c'est genre, ouais, j'ai une histoire pour Doggy Bags, et tu regardes, ouais, en fait, c'est des tomates tueuses qui viennent de l'espace et qui font. Alors, attends, mec, c'est pas ça, en fait, Doggy Bags. C'est peut-être ça que tu as voulu voir pour la suite. Ouais. Mais moi, c'est pas vraiment ça que je veux pour la suite. Donc, en fait, tout se crée, on va dire, au fur et à mesure. Oui. Et il faut rester toujours. Moi, par exemple, un magazine comme Arg, qui est, enfin, tu vois, c'est très bien pour les auteurs, ça a fait connaître des auteurs, etc. Mais déjà, c'est con, mais il y a beaucoup d'histoires qui étaient destinées à Doggy Bags à la base, qui avaient été refusées pour Doggy Bags, qui s'est retrouvé là-dedans. Ah ouais, ok. Et je pense que la différence entre Arg et Doggy Bags, c'est aussi qu'il y avait vraiment une ligne directrice dans Doggy Bags qui faisait que. Parce qu'il y a des gens qui me disaient ouais, mais pour le même prix il y a plus d'histoire. Ouais, ok, mais oui, mais c'est pas le même format et c'est pas la même chose en tout. Nous on a une ligne directrice. C'était pas distribué en presse, ça, donc si. Non, c'était pas distribué en presse, mais nous en tout cas on essayait du moins d'avoir une ligne directrice et pas juste un assemblage de plein d'histoires qui fait au final quelque chose qui pourrait paraître comme un peu foutraque, si tu veux. Donc il y avait quand même, malgré tout, un gros travail éditorial invisible. Hein, oui, c'est clair. Puis que ça soit un univers de Doggy Bags, ça veut dire que c'est comme si tout est plus ou moins en interaction et chaque histoire peut être la potentielle univers où ça se passe. Oui, puis il y a il y a des gens qui sont bien dedans. Ouais. Puis il y a des gens qui sont un peu à côté, qu'il faut peut-être soit recadrer, et puis après il y a des gens qui sont complètement à côté, puis tu dis bah non, c'est pas ça quoi. Tu refusais, dès le départ, vous avez beaucoup reçu de demandes et du coup vous deviez refuser pas mal, c'est venu plus tard. On a refusé plus de projets qu'on en a accepté. Hein. Ouais. Ouais. D'accord. Et j'avais encore une autre question par rapport aux deux spécifiquement, donc avec la première histoire dessinée par Mathieu Bablet, qui est cette fois inspirée, donc Vol Express 666, qui est inspiré d'un fait réel. Et c'est là justement où tu commences à voir que Doggy Bags, en fait, ne fait pas que de la fiction, mais va aussi faire des histoires de faits réels. Donc là, il y avait un équilibre aussi. Parce que ce réel justement dépasse en tout point la fiction. C'est ça, cette histoire est quand même assez ouf, quoi, c'est sûr. C'est ça qui est fou, c'est que moi souvent je me dis mais à quoi bon faire de la fiction ? Il y a tout dans le réel. Il y a même plus que tout. Il y a des fois des trucs qui sont tellement hallucinants que tu te dis mais n'importe quelle fiction ne peut pas être assez forte simplement par le fait que c'est une fiction. Tu vois ? Donc par le réel, je trouve que le réel est beaucoup plus impactant que n'importe quelle des fictions, tu vois, tout simplement parce que ça a existé. Tu dis, attends, des gens ont réagi comme ça, des gens ont fait ça, des gens ont fait ces mauvais choix pour ces raisons-là. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, le réel. Et là, en l'occurrence, et en plus, dans le réel, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en est venu là. Tu vois, dans l'histoire que tu parles, Vol Express 666, qui est en fait inspiré du vol FedEx 705. Quelles sont les motivations de ce mec, tu vois, tu te dis, je comprends où il allait, je comprends pourquoi il a fait ça, mais entre le fait de se dire, je vais faire ça pour mes enfants et pour ma femme, et le fait de passer à l'acte, là, il y a tout un truc où tu te dis, ok, d'accord, moi, ça me fascine. Donc, aux États-Unis, on pourrait pas faire ça, parce qu'aux États-Unis, tu peux pas, sur un fait divers, les protagonistes ont des droits, tu vois. En France, à partir du moment où c'est publié dans les médias, tu peux utiliser les noms des protagonistes, tu peux utiliser ce que les médias ont dit de l'affaire. C'est possible. Aux États-Unis, c'est pas possible. Aux États-Unis, faudrait acheter les droits aux mecs qui sont en prison. D'accord. Ok. Et justement, beaucoup d'Amérique dès le départ dans Doggy Bags, qui quand même, parce qu'on a bien vu avec tout l'historique que c'est les States qui sont le berceau un petit peu imaginaire de cette bande dessinée. Mais aussi parce que c'est le pays des extrêmes. Oui. Tu te rends compte, tous les délires de QAnon, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, mais même si ça arrive en France, c'est aux States que ça a démarré. Tu vois, les États-Unis, il y a de ça de fascinant, c'est que justement, eux, dans le côté réel dont je parle, qui est plus fort que la fiction, en tout cas qui va au-delà, mais c'est tous les jours là-bas. Enfin, je vais t'en reparler pour le numéro 15, donc ok, on en reparlera sans un peu plus longtemps. Et je voulais juste faire la transition sur le fait que malgré cette imprégnation vraiment très américaine, dès le numéro 3, en fait, tu traverses la frontière.
Ouais. Et tu viens de nous parler du Mexique. Bah parce que le Mexique, c'est ce qui se passe avec les narcos, on n'a pas conscience, mais c'est taré, quoi. C'est d'ailleurs peut-être même le premier numéro, en fait, avant même les présentes ou avant même les présentes, je pense à beaucoup plus loin, quoi, où tu as plus un aspect thématique autour d'un même numéro, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Parce que j'avais envie d'un numéro spécial, entre guillemets, Mexique. Je crois tout simplement parce que moi, j'étais en train d'écrire sur le Mexique pour NAF, et puis il y a Jérémy Gasparuto et Francisco Juijaro qui ont proposé une histoire qui se passe au Mexique. Je suis dit, nickel. Il manque plus qu'une histoire au Mexique et puis on peut faire un numéro spécial Mexique. Mais celui-là, d'une certaine manière, il m'a coûté. D'ailleurs, je sais pas si tu veux qu'on en parle. Tu me diras, mais Bah si. il t'a coûté même plus à toi qu'à moi parce que lui a terminé à l'hosto quand même. Ça n'avait rien à voir. Mais je sais pas si ça. Je sais pas si ça n'avait rien à voir. C'est peut-être une malédiction de la Santa Muerte. Disons que. Mais effectivement, c'est vrai que je m'en rappelais justement. On était dedans. Moi, à chaque fois, je me rappelle de ça parce que je pense que nerveusement, on était éprouvés. Et on baignait dans des vidéos de massacres, en fait. Ouais, c'était une des questions que je vais poser parce que notamment dans les textes qui accompagnent, comme toujours, hein, Doggy Bags de toute façon sera toujours un petit peu sorti du lot par le travail de documentation qui est fait dans ces textes éditoriaux qui accompagnent, et particulièrement sur ce numéro quand tu évoques la violence de Ciudad Juárez, des vidéos en ligne. Moi, j'ai juste fait une recherche sur Internet et après j'ai vu que je pouvais avoir accès aux vidéos en question et j'ai fait en fait non, j'ai pas envie de regarder ça. Des exécutions à c'est horrible, c'est ça, voilà. Celle-là, j'ai fait non, ça, je veux pas regarder, quoi. Moi, j'ai regardé tout. Ouais, mais quel enfer. Et des mecs qui sont minute 1 en train de supplier, minute 30 secondes après, ils sont déjà en morceaux à la hachette qui frétillent encore, si tu veux. C'est un délire. Attends, coudre un visage sur un ballon de foot, mais jamais dans aucun film d'horreur tu vois un truc comme ça. Bon, alors certains si, mais c'est peut-être certains, mais eux le font, c'est leur quotidien. Et tu vois, les mecs, ils règlent leur compte, ils plantent un gars, c'est déjà ultra violent, mais c'est des choses qui arrivent. Mais là, c'est pas qu'ils plantent un mec, c'est qu'ils enfoncent 100 couteaux dedans et ils le laissent pourrir au soleil pour que tout le monde, tout le village le voit. C'est des images qui sont juste hallucinantes. Et moi, si tu veux, j'ai eu ce lien avec le Mexique parce que Ciudad Juárez, j'y suis allé. Ouais. Et si tu veux, au début, je comprenais pas parce que quand j'y étais allé, tous les mecs qu'on croisait, les Américains, il y en avait pas beaucoup, on en a peut-être croisé 4 ou 5. Déjà, à la frontière, tu comprends pas, c'est que tout le monde veut sortir du Mexique et pour rentrer, il y a personne. C'est free, quoi. Donc ensuite, pour rentrer, tu payes, tu vois. Non, attends, je crois que c'est pour sortir que tu payes. Pour rentrer, tu payes pas. Pour sortir, tu payes. Et je m'étais dit, c'est bizarre de payer pour sortir d'un pays, très, très bizarre. Et quand on était dedans, quand on était à Ciudad Juárez, on avait croisé peut-être 3 ou 4 Américains, dont une Américaine qui s'était déplacée. On était dans un bar et nous a dit fuyez. Mais genre un film d'horreur. Elle a dit partez avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Et pourquoi elle dit parce que vous pouvez vous faire kidnapper. Et nous, on était en mode genre on va se faire kidnapper par qui? Par des mariachis. On était dans un truc genre complètement inconscient de la réalité du Mexique de l'époque, qui était quand même assez nouvelle, hein, tu vois. Et puis nous, on était vraiment inconscients. On filmait les trucs comme des Mongols. On avait des regards appuyés. Il y avait beaucoup de regards d'ailleurs. On était avec une fille, une blonde aux yeux bleus, énormément de regards insistants. Donc elle disait, disons, les Mexicains, ils sont insistants. Mais je crois que c'est simplement qu'on avait une cible sur notre tête, en fait, qu'on s'en rendait pas compte. Bon, après, tout s'est bien passé. Hein. On est rentré, il n'y a pas eu de souci. Mais si tu veux, c'est après, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Ciudad en disant, mais ils étaient parano, les gens, quoi, putain, ça c'est bien un coup d'Américains qui paranoïent sur les Mexicains, putain, c'est du racisme et tout. Clic, je regarde, puis je vois Ciudad Juárez, surnommé City of the Dead. City of the Dead, c'est pas un film d'horreur, ça. Non, c'est le surnom de la ville, si tu veux. Et puis là, je me suis renseigné, puis j'ai compris qu'il y avait une réalité qui nous était complètement étrangère. Nous, en tant que petits Français, tu vois, il y a des gens, c'est leur quotidien, tous ces trucs-là, quoi. Donc, et puis les mecs, ils attaquent des commissariats au lance-roquettes, quoi, si tu veux. C'est même pire que, tu vois, quand tu vois le film, je sais plus comment il s'appelle, tu vois, ils attaquent le commissariat, là. Casting 13. Ouais, c'est ça. Assaut sur le Assaut bâtiment sur Central 13. Central 13, ouais. Bah,
moi, quand j'ai vu ça quand j'étais enfant, c'était totalement de la fiction. Je me disais, comment c'est possible d'attaquer un commissariat, tu vois? Ben là, c'est des choses qui arrivent, je veux dire. Alors, je crois que ça s'est un peu calmé, au Ciudad Juárez. Je suis plus allé voir d'ailleurs. Mais quand je dis que ça termine à l'hosto, c'est que toi, tu t'étais quand même retrouvé à faire un flip, un drôle de truc, quoi. Ouais. La fatigue, la tension. Ouais, certainement. Il y avait le fait d'avoir vu trop d'images violentes. Alors, non, je pense que c'était un mélange. C'était un mélange, je pense. Puis c'était aussi toutes les galères qu'on a vues sur LA Kings. Que j'avais pété un boulard et tout. Bon, disons que oui, il y avait eu une petite pause hôpital en tout cas. Naïef, ça s'était fait comment votre rencontre pour cette histoire avec Naïef du coup? Naïef, il avait déjà bossé avec nous il avait fait ce goût. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Kama Édition, les gens retiennent Label 619, mais à la base, il n'y avait pas que Label 619. Il y avait, en Kama Édition, on va dire général avec Maliki, etc. Moi, j'avais voulu faire le Label 619 pour justement faire une collection qui était un peu plus orientée, on va dire, ado-adulte, pop culture, etc. Il y avait aussi une collection qui s'appelait L'Araignée. Et cette collection-là, finalement, que je dirigeais aussi, D'accord. Qui était un peu plus orientée auteur, parce que Todd voulait que ça soit un peu plus éclectique que juste 619 et Ankama. Donc j'avais dit, on va faire cette collection en plus. On avait fait Ma vie de zombie, qui était une histoire de zombie qui était un peu orientée auteur et même, je veux dire, limite presque poétique, romantique. Enfin, c'était assez intéressant. Et Naïef qui avait fait Ce goût, une histoire de cannibalisme qui était super intéressante aussi. Et c'est pareil, il était très jeune et lui, je l'avais repéré pour Ce goût. Je crois que juste avant, il avait fait un Dofus Monster Firefoo. Quand il était jeune. Donc voilà, dès que j'ai vu Firefoo, j'ai tout de suite repéré son trait. Il m'a proposé Ce goût. J'ai dit, vas-y, ça pourrait bien marcher pour la collection L'Araignée. Et puis ensuite, assez vite, j'ai dit, mec, il faut que tu enchaînes. Là, vas-y, on peut te proposer des projets dans Doggy Bags en attendant que tu prépares un prochain projet plus long, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai bossé avec Naïef, quoi. Et il y avait à partir de ce moment-là, du coup, toujours un choix un petit peu de vouloir commencer à mettre plus de thématiques pour les numéros. Ça a toujours été un peu brouillon, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de... Parce que si tu veux, ça s'est construit au fur et à mesure. Il n'y avait pas d'idée précise ni de plan. Mais en vérité, ce Doggy Bag spécial Mexique, ça aurait dû être un Doggy Bag présente. Tu vois ? Ouais. Ça y ressemble en tout cas quand tu vois ensuite les autres. Donc après, quand on a créé les présentes, les gens disaient ouais, mais pourquoi South Central Story c'est pas un one shot et pourquoi le Mexique c'est pas un présente? Parce que à ce moment-là, ça n'existait pas encore tout simplement. Oui, tout simplement. Donc des fois, les gens s'imaginent qu'il y a un plan, tu vois, un vrai plan, alors que non, les choses se construisent au fur et à mesure, quoi. Donc ce qui est logique en même temps. C'est comme pour la queue de Shangoku. Toriyama savait pas du tout ce qu'il allait en faire de cet élément, tu vois. Puis après, c'est devenu un loup-garou, puis après, c'est devenu un Saiyan, puis après, c'est devenu... c'est un peu pareil, si tu veux, Doggy Bags. On arrive ensuite au Doggy Bags numéro 4. Donc, où là, il y a vraiment... on commence quand même à voir tu reviens de nouveau. Il y a aussi toujours Blackie, Guillaume Saint-Gelin, mais par contre, tu accueilles aussi donc, El Diablo et Nicolas. Ouais. Sur l'anthologie. Alors El Diablo on connaissait de Monkey Business. De Monkey Business, tout simplement. On a édité. Donc Guillaume Saint-Gelin toujours là. Alors nous, ce qu'on faisait souvent quand on allait à Angoulême, on se faisait une soirée ciné parce qu'on n'avait pas forcément l'occasion d'aller au cinéma tous ensemble, jamais d'ailleurs. Et du coup, tous les auteurs du 619 qui étaient présents à Angoulême, on se faisait toujours un soir ciné. Et il y a un soir où on allait voir comment il s'appelle ce film justement de Catherine Bigelow, Zero Dark Sortie. Zero Dark Sortie. Ouais. Et puis on sort de Zero Dark Sortie, puis on se dit putain, imagine. Tout de suite, c'est les premières conversations. Imagine, ils y vont, ils arrivent pas à le tuer, tu vois. Et puis au final, puis on en discute et tout. Ah ouais, et puis machin et tout. Puis on se dit, viens, on le fait dans Doggy Bags, tu vois. Donc toujours comme d'hab, c'est des choses qui pop comme ça. Concernant El Diablo et Nicolas, c'est El Diablo qui avait bien aimé Doggy Bags, qui trouvait justement que la formule était bien aboutie sur le 3 et qui nous avait proposé un projet. Et au tout début, le dessinateur, c'était Nicolas Delors, qui fait maintenant des gravures sublimes
Et il nous avait envoyé 3 premières planches, mais C'est de vraiment cool. taré. Je dis, mais c'est génial. Il avait tout fait comme si son ancrage, on aurait dit, la carte à gratter, quoi, si tu veux. Et j'avais Ouais. dit, mais c'est génial et tout. Puis en fait, il n'était pas satisfait de lui-même. Et il nous a dit, ouais, je me sens pas de le faire et tout. J'étais dégoûté. C'était vraiment magnifique. C'était super. Et ensuite, du coup, on s'est retrouvé sans dessinateur. On se dit, merde, comment on va faire et tout. Puis Diablo, il a fait, bon, bah, je m'en occupe. Vous occupez de rien, je m'en occupe et tout. Puis il nous a présenté Nico. Donc nous, on a vu le travail de Nico. On a dit, bah écoute, nickel, ça pourrait être très très bien. Donc vas-y, si tu le sens avec Nico, on y va. Donc c'est comme ça qu'on a collaboré. En fait, c'est El Diablo qui nous a ramené Nicolab. Donc Nicolab qui est auteur aujourd'hui de Qui veut la peau de Ramirez. Ah, c'est Nico. Il faut flinguer Ramirez, pardon. À chaque Ouais. fois, donc à Nicolas. chaque fois, je fais l'erreur, tu vois. Donc Il faut Nicolas, flinguer il faut Nicolas flinguer- Petrimo. Ouais, C'est ça, Nico, c'est c'était Nicolas son- Petrimo. Ah, d'accord, ok. Avec Ok. Roger Rabbit. Mais oui, c'est Nico. Nicolas Ah, Petrimo, du coup. Ah oui, Ok. c'est vrai que maintenant il signe Nicolas Oui, Petrimo. Ah ouais, de son vrai nom. Il signe plus Ah Nicolas. oui, oui, oui. Ah donc c'est pour ça que des fois les gens, quand on dit, bah, des fois il y a des gens qui disent, ouais, pourquoi vous travaillez pas avec Nicolas Petrimo? On dit, bah, on a travaillé avec lui. Mais à chaque fois, oui, c'est vrai qu'il signe plus Nicolas. Oui. Bon, ok. Ah. C'est Donc- bien de le savoir aussi a posteriori. Du coup, Ouais. Bah après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont changé de pseudo en quelques-uns, cours oui. de route, Ouais. comme Megaboy Chariot qui Spiral. est Chariot Spiral maintenant. Hmm. Donc, Et en termes de rythme de croisière, là, vous étiez à combien? Vous faisiez 2 par an? c'était quand c'était prêt en vérité. Ouais, vous n'aviez pas forcément de rythme imposé Non. alors Il y a juste sur la fin de la saison 1 où à un moment donné, j'ai dit, allez, il faut que ça sorte là tous les 3 mois. Allez, boum, boum, boum. Ouais, boum. ça, on a le gros rythme de croisière sur 2015-2016 qui était assez important. Là encore, tu as été aussi influencé par le présent avec justement, enfin oui, tu parlais de Zero Dark Thirty, mais tu avais donc cette histoire avec Blackie sur la mise en scène du coup un peu fantasmée de la mort d'Oussama Ben Laden. Où tu imagines que du coup là il était que si on l'avait jeté à la flotte et que personne ne peut voir le cadavre parce qu'en fait c'était un démon Voilà. qui ne mourrait pas, mais même ta propre histoire où là t'es plus dans le côté des légendes urbaines, donc une autre passion aussi, celle de la Dame Blanche. Alors, juste le détail, après je vois que Yuki veut intervenir, mais juste un détail sur la Dame Blanche, c'est que j'étais au un des pires moments de ma life. Et d'ailleurs, je le ça, vois. tu anticipes le courrier des lecteurs suivant où quelqu'un te dit putain mais il dessine pas bien ou je sais pas Oui, quoi. mais en plus, Ah oui, mais on joue là-dessus. mais en plus, en général. c'est moi qui me suis écrit ce Ouais. message. Ah, c'est toi qui as écrit, d'accord. Super. Mais oui, Pour se flageller un peu plus. j'étais super pas bien. Et pour la première fois de ma life, je commençais les antidépresseurs. Ok. Et je me disais, mais je tremble comme une feuille. Donc c'était très difficile. Et du coup, mon histoire qui devait. Normalement, j'aurais dû la. Je la trouve un peu lacunaire. Il y a des choses que j'aurais dû développer davantage, mais je n'y arrivais plus. C'est-à-dire que c'était un effort pour moi de dessiner et d'écrire. Et j'étais dans un état vraiment vraiment supra pas bien. Et quand je revois, quand je le revois, je le sens là, je le sens. Et mais en même temps, ça donne un petit cachet particulier aussi qui avec le recul est pas négligeable. Ouais. Le cachet des cachets, du coup. Tu sais ce que Le tu cachet prenais. du pas bien. C'est vrai que ça fait quand même aussi un rythme de travail pour vous deux, parce qu'il y avait tout ça à gérer, notamment alors parce qu'à chaque fois que tu as les maquettes, tu as les fausses publicités, tu as les recherches à faire pour la documentation, parfois pour l'illustration, mais aussi pour que tu puisses rédiger les textes. Et en plus, vous aviez tout le travail à faire sur le reste des prods du label. Dis-toi qu'il était sur Mutafoukaz. Aussi, ouais, c'est ça. Sur le film, ouais. Sur le film. Ah oui, et en en plus, plus de ces. Et sur un projet de de catch cet qui homme. n'a jamais abouti, et sur Ouais. un tas de projets qui n'ont jamais abouti. Mais ouais, donc ceci explique cela aussi. Hein. L'état dans lequel j'étais, il vient pas de nulle part. Oui. Et puis la Dame Blanche, si tu veux, j'aurais pu me dire vas-y, je passe mon tour, mais on n'avait pas d'autres auteurs. Donc je me suis dit non, il faut que je le fasse en fait. D'accord. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas, parce que le numéro 5, le suivant, c'est le premier où t'es pas dessus. Il a fait la couverture, donc il est dessus quand même. Ouais, mais c'est il triche, vrai. mais justement, il triche. Il fait la couverture, Ouais. mais il est pas dans. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une question que j'ai même pas abordée, que je voulais aborder de toute façon. C'était aussi pour le choix des cover artistes. C'était qui vous décidez de qui le faisait, parce que au fur et à mesure, il y aura aussi des artistes invités que vous allez ramener dessus. Mais sinon, c'était comment ça vous décidez ça? C'était au coup par coup. Bah oui, Ouais. Ouais. carrément.
C'était au coup par coup. Là, pour le 5, c'est que le budget avait été dépassé. Donc, moi, comme je me faisais pas payer. Toujours pas? Non. Ah oui. Moi, j'étais salarié. Donc, si tu veux, c'était. Voilà. Du coup, ça rentrait pas dans l'économie du livre. Donc, ça plombait pas le bouquin. Donc, c'est vrai que là, sur ce coup-là, j'ai dit, vas-y, je vais faire la couve du coup. Et puis, en plus, comme j'étais pas dessus. Mais là, c'était aussi une volonté de me dire, allez, je lâche un peu, tu vois, je lâche un peu les rênes. On est arrivé au numéro 5, on peut y aller là, on peut explorer d'autres auteurs. Et puis, ouais, c'était aussi peut-être déjà la fatigue, mais aussi une volonté de me mettre un petit peu on va dire de côté. De côté, ouais. Puis en fait, je dis que ton nom est pas fait prêt. des couleurs dessus. Ouais, parce que en fait, ton nom est pas sur la couverture, mais c'est vrai que même sur Death of a Nation, en fait, t'es quand même un peu dans le scénar avec du coup de Ray. Alors, ouais, Death of a Nation. Ça, c'était un gros truc quand même qu'on a. Alors, c'est un gros truc parce que ça reviendra, on verra ça dans un autre chapitre, mais ça reviendra par la suite, Death of a Nation. Death of a Nation, le petit souci qu'on a eu, c'est qu'on était tellement à la bourre que du coup, l'auteur nous avait dit pour les couleurs, ça va pas être possible. Donc je me suis dit, ok, vas-y, c'est parti. Je me cogne les couleurs avec Mojojo, qui bossait chez Ankama. Et puis, pour tout dire, l'histoire était même pas finie. L'histoire n'était pas finie. La dernière case. Il manquait encore des pages, mais l'auteur nous a dit, je n'y arriverai pas. Et puis nous on dit, ouais, mais le problème c'est que ça part dans 2 semaines, l'impression. Dans 2 semaines, dans 2 jours, quoi. Ah oui. Donc, du coup, j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'on a? Vas-y, allez, on conclut. Donc, j'ai même dessiné la dernière case parce que la dernière case, elle était même pas dessinée, quoi. Qu'est-ce qu'on met? Tu vois, et à un moment donné, il y a eu un projet d'adaptation sur Doggy Bags. Ouais. Et du coup, j'avais dans l'adaptation, dans le script de l'adaptation, j'avais réintégré l'idée originale. Tu vois, qui était que elle revenait en. Elle revenait. Elle était devenue. Elle se transformait en zombie, en fait. D'accord, donc, là, ouais. Tu vois, c'était un retournement de situation où on se dit quelle horreur, elle va devoir rester avec ce taré pendant je sais pas combien de temps. Mais en fin de compte, non, elle-même est zombie. Donc c'était ça la fin initiale. Sauf que comme c'était pas possible et que ça partait mais littéralement 2 jours plus tard à l'impression, on s'est dit il faut finir. Donc j'étais à 18h, j'ai dit vas-y, allez vas-y, je fais une case, qu'est-ce que t'en penses, ça marche, voilà. Donc c'est ça aussi Doggy Bag, c'est-à-dire que on n'était pas sur des rails, quoi. C'était un petit peu des surprises. D'ailleurs, Dorothée, qui était notre chef de studio, donc qui s'occupe de tout ce qui était maquette et tout, Doro, elle est super pro et tout, mais en vrai, on aurait eu affaire à quelqu'un de sanguin et nerveux, elle nous défonçait la gueule, quoi. Parce que des fois, je voyais qu'on abusait. Ouais, c'était dur à gérer. Dur à gérer. Et puis des fois, moi, je revenais, genre, c'était parti à l'impression, puis je disais, attends, j'aimerais bien revenir sur un texte et tout. Non, mais Ron, c'est parti à l'impression, là. Bah, vas-y, on rechangera une page au moment du GMG et tout. Enfin, ouais, des BAT et tout. Des BAT, donc. Rien qu'à en parler là, je suis fatigué là. Et alors on va terminer ce premier volet avec quand même le premier donc Doggy Bags présente, qui est donc le South Central Stories entièrement écrit et illustré par Nayef. Ouais. Où là on change un peu le principe de Doggy Bags, donc la série régulière a 3 histoires séparées distinctes, mais avec South Central Stories c'est une seule histoire qui sera quand même délimitée en 3 chapitres, mais là il y a quand même une approche qui devient différente. Ouais, effectivement. Donc au début, c'était pas censé être il n'y avait pas d'histoire de Doggy Bags présente ou quoi que ce soit. C'était une histoire que Nayef nous avait proposée. Il me l'avait proposée. À une époque, c'était pas du tout ça. C'était une histoire de flic, un petit peu à la Starsky Hutch. Et moi, je lis son script. Déjà, je vois son dessin. Je me dis, putain, il a progressé encore de ouf. Et Nayef, il progresse, mais tout le temps. C'est un truc de fou. Je trouve, d'un talent monstrueux, quoi. Et déjà, là, j'avais senti un gap entre le Doggy Bags 3 et ce qu'il me proposait. Mais par contre, en termes d'histoire, je me disais, je sais pas, ce côté un petit peu les 2 flics, Starsky Hutch à Los Angeles, ça me faisait en plus un petit délire à la Funky Cops, mais pas vraiment, mais en même temps, je dis, mais écoute, j'aimerais vraiment qu'on fasse l'histoire. Mais moi, en plus, j'étais exténué. C'était à l'époque, moi, justement, quand il m'a envoyé South Central Story, j'étais en train de faire Lady in White. J'ai dit, écoute, mec, je t'envoie des refs, tu me dis si ça t'inspire,
essaye de trouver des trucs par rapport à ça. Donc je lui ai envoyé une série, je sais même plus comment elle s'appelait, qui se passe au western avec un flingue maudit que les gens se refilent de main en main. Je lui ai filé plein de trucs comme ça. J'ai dit, regarde, tu vois, ça c'est l'esprit un petit peu Doggy Bags et tout. C'est ça que j'aimerais faire. Essaye de voir si ça t'inspire et puis reviens avec ton projet. Si tu veux rester sur ton histoire de flic, je te suis. Si tu changes, enfin voilà, je te suis. Mais voilà. Et c'était la première fois que je suivais pas un projet de A à Z. C'est-à-dire que je lui ai fait ça, il est revenu avec son pitch, j'ai dit vas-y, je te suis. Et puis et j'ai vu qu'il savait où il allait et j'ai trouvé que son idée était super, son pitch, son twist était super. Ouais, j'ai dit écoute, c'est super. On a rebossé juste un peu la fin parce que sur la fin il manquait 2 pages pour que le twist il fonctionne à fond de balle, mais tout le reste il l'a fait dans un tunnel sans moi. J'étais plus là. Moi de toute façon j'étais out. Et je me dis super, il a tout pigé et c'est là que je me suis dit est-ce que pour donner toutes les chances au projet, Doggy Bags, arrête, c'est ça, ouais. pour donner toutes les chances au projet, comme Doggy Bags commençait à être une marque porteuse, ouais. J'ai dit est-ce que ça t'embêterait si on proposait le projet sous le nom Doggy Bags? Et c'est à ce moment-là qu'on a imaginé Doggy Bags présente. Avec une charte différente. Alors qu'en vrai, avec le recul, on aurait dû l'appeler normalement Doggy Bags One Shot, vu que c'était un one shot. Ouais. Pour le coup, ouais. Mais mais ça n'existait pas encore Doggy Bags One Shot. Et on savait même pas qu'on pourrait en faire. Donc. Mais c'est là, Fred, que tu disais que tu avais dû retravailler la charte graphique. Alors, il fallait repenser graphiquement la chose. Parce que ça, c'était plus. C'était pas donc comme un Doggy Bags. Il allait pas rentrer dans la numérotation, la tomaison normale. Du coup, il fallait. Avoir qu'on puisse faire. Oui, puis c'est son propre titre, ça s'appelle South Central Story. Et c'est pas un Doggy Bags et tout, donc toi, on n'allait pas rester sur exactement la même chose. Et en plus, ce qui était plutôt cool, c'est que toute la couleur de Neyef était vraiment sympa aussi, et ça m'a permis aussi de rebondir d'un point de vue juste graphique, parce que j'avais envie que ça soit aussi des couleurs, des bleus ciel, des violets, des couleurs par moments assez pétantes et qui sont impactantes, bien saturées et tout. Et c'est ça qui est intéressant avec chaque univers des personnes, c'est que tu te nourris, tu sais, de leurs traits, de leurs couleurs, et toi tu te dis ça me fait penser à ça. Tac, tu vas rebondir par rapport au logo, par rapport à plein de choses quoi. Et puis ça prend vie au final, et puis ça a l'air assez naturel, et ça se fait petit à petit, mais en fait tu te nourris de chaque chose, et puis voilà, après l'identité arrive et se découvre, se révèle en fait. Oui, c'est pas un truc que tu poses comme ça de manière indifférenciée sur les titres, c'est que forcément pour que ça soit cohérent, tu t'inspires fatalement de l'esprit du titre, du dessin, des couleurs, de la palette colorée utilisée par l'auteur pour faire que tout soit évident en fait quand tu as le bouquin dans les mains quoi. Puis avec cet esprit encore qui était très gang, très garde des gangs, qui rejoignait un petit peu l'histoire qu'il avait pu faire dans le 3, où on était aussi carrément. Et c'est marrant, t'as vu, on s'est tous un peu éloignés de ça au final, mais c'était quelque chose à l'époque qui n'était pas présent en France, même dans la pop culture, même dans quoi que ce soit, tu vois. De temps en temps, tu avais un Bernard de la Villardière qui en parlait, tu vois. La guerre des gangs à Los Angeles, tu vois. Mais c'était un truc qui était finalement assez peu connu. Donc nous, ça nous inspirait tout simplement encore comme d'hab, parce qu'on est fasciné par les extrêmes quelque part, tu sais, de se dire, attends, les mecs. The Wire aussi, qu'on avait quand même. Ouais, c'est ça, il y avait. Qui faisait, il y a quand même plein de. The Shield dans un autre registre. J'allais dire The Shield à fond, toi, c'est pareil. C'est toujours des références communes sur lesquelles. Et exotiques, c'est-à-dire qu'en plus, tu peux traiter de ça sans pour autant rentrer dans le social, chose que peut-être tu te sentirais obligé de faire si tu le faisais en France, par exemple. Ouais. Là, tu as un recul un petit peu exotique, c'est un peu lointain, en même temps c'est proche, donc tu peux te permettre quoi. Ok, très bien. Écoutez, on va clore ce premier volet. Là, on a quand même couvert, c'est quoi, ces 2 bonnes années de Doggy Bags, les deux premières. Moi, j'ai un gros problème. Faut retenir les dates. Et donc, on conclut donc ce premier volet des chroniques de Doggy Bags, votre série estivale sur First Print. On espère que ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à faire le meilleur accueil possible à ce podcast, à le faire savoir sur les réseaux sociaux, partager, taguer le label 619, taguer Yuck et Run aussi pour leur dire si vous écoutez ce podcast en reprenant
comme nous l'avons fait pour l'enregistrement tous les Doggy Bags un à un, en les épluchant et donc en ressassant tous les souvenirs autour de leur conception. Et on vous dit rendez-vous d'ici 2 semaines pour le chapitre 2. Merci encore René Yock et à tout bientôt. Merci. Attention, coup de soleil.